Bonjour. Alors, deux petits propos liminaires. D'abord, après un tel coup de brosse à reluire, la barre est désormais placée extrêmement haut. Puis elle est également placée extrêmement haut pour le respect de l'horaire. Donc j'espère que je vais y arriver aussi. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'habite pas très loin, donc je suis venu à vélo. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis beaucoup moins bien habillé qu'à peu près tous les gens présents dans cette salle. Et j'espère que vous voudrez bien m'en excuser. Un certain nombre d'entre vous ont eu dans leurs jeunes années, plus récentes que les miennes hélas, des compositions de philosophie. Vous savez, la composition de philosophie, c'est on vous donne une phrase et puis vous êtes prié d'en tartiner pendant 3 heures. Alors moi je ne vais pas tartiner 3 heures parce que je ne les ai pas, mais par contre je vais essayer de faire de la philosophie, donc je vais essayer de décortiquer les mots dans l'intervention que je vais faire à partir de maintenant. Donc il est question de transition énergétique, donc je vais vous parler un peu d'énergie. Dans transition énergétique, il y a aussi transition, donc je vais vous parler un peu de transition. Et enfin, je vais vous parler un peu de place du nucléaire et de ce qu'elle sera peut-être ou de ce qu'elle ne sera pas. Et ça va dépendre pour partie de ce que feront une partie des gens dans cette salle et des gens qui le fréquentent quotidiennement. Donc soyons scolaires et je vais commencer par l'énergie. Et je vais commencer par l'énergie en prenant non pas l'enseignant que vous avez eu vous, mais le premier professeur de France. Donc je vous présente le premier professeur de France. Il faisait cours, parce que là j'ai l'impression qu'il est devenu un peu feignant, mais il faisait cours une fois par mois devant 7 millions d'élèves. D'accord? Donc tous les enseignants que vous avez eus peuvent aller se rhabiller. 7 millions d'élèves à chaque fois. Alors en général, il apprend à ces 7 millions d'élèves des trucs aussi essentiels que quelle est la couleur du nez de la personne, du personnage qui est en haut à droite du timbre de 75 centimes datant de 1962, je ne sais pas quoi, bon bref. Mais on aurait pu imaginer qu'il pose par exemple cette question, qu'est-ce que l'énergie? Soit dit en passant, question qu'un journaliste politique pourrait poser au ministre de l'énergie. Moi j'aimerais bien qu'un journaliste politique pose cette question au ministre de l'énergie, parce que je suis sûr que la réponse ne serait pas la bonne. Sûr. Vous savez qu'il y a un ministre de l'énergie. Donc, qu'est-ce que l'énergie? Alors, vous, normalement, dans cette salle, vous êtes à peu près payé pour savoir de quoi il retourne, et je vous fiche mon billet pourtant, que si je vous faisais remplir un petit papier blanc, eh bien, même dans cette salle, j'en trouverais certains pour me dire ça. L'énergie, c'est une facture. D'accord? C'est un truc que je paye. Tous les mois ou tous les 2 mois, je reçois une facture EDF, beaucoup trop chère évidemment. Si M. Lévy entend augmenter d'un dixième de centime le prix du kilowattheure, on lui explique qu'il n'est pas sérieux. Pareil pour le président d'Enedis. C'est éventuellement une facture de gaz. Et puis pour les plus avancés d'entre vous, vous allez éventuellement penser au plein d'une voiture. Hein? Voilà, c'est une facture. S'il y a qui que ce soit dans la salle qui, comme moi, est petit patron, parce qu'en fait c'est ça mon métier, hein, je suis petit chef d'entreprise, eh bien l'énergie, ça va dans les comptes de classe 6, là c'est un poste de charge, et comme tous les postes de charge, nous sommes bien d'accord, plus il est faible, mieux on se porte. Hein, bon. Ça va comme pour les salaires dans les postes de charge, et si ça peut ne pas être trop élevé, c'est mieux. Donc c'est une charge. Vous avez également des gens qui ont aujourd'hui le réflexe pavlovien, non pas énergie égale charge, mais énergie égale économie. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave, il faut l'économiser. Hein. C'est ça qui est important. Et puis vous avez des poètes. C'est important les poètes, surtout quand il s'agit de philosophie. Et le poète, lui, il va vous dire l'énergie, c'est ce dont je suis rempli un matin où je suis en forme. Eh bien, les 2 premiers ont tort et le poète a raison. Puisque vous savez tous dans cette salle, ou normalement vous devriez tous savoir dans cette salle, que l'énergie, c'est par définition en physique ce qui caractérise le changement d'état d'un système. Donc dit autrement, l'énergie est la contrepartie de la transformation. Plus j'ai d'énergie, plus je transforme, plus j'ai utilisé, ou plus exactement, fait appel à de l'énergie, puisque vous savez qu'on ne peut pas la détruire et pas la créer, et juste la transformer. Donc, l'énergie, c'est la transformation du monde, et de là, quelques premières conclusions majeures à avoir en tête. Elle ne peut pas être propre. D'accord? Puisque avoir utilisé de l'énergie, c'est avoir changé quelque chose. Donc si vous avez changé quelque chose, vous ne pouvez pas laisser les toilettes dans l'état dans lequel vous les avez trouvées en entrant. D'accord? Pas possible. Donc il n'existe pas d'énergie propre. Ça n'existe pas. Et quand vous regardez dans la vulgate médiatique ce qu'est l'énergie propre, en fait vous vous rendez compte que c'est une énergie qui est utilisée en quantité tellement infinitésimale qu'en particulier ses effets indésirables sont minimes. Le jour où l'énergie cesse d'être utilisée en quantité infinitésimale, elle cesse d'être propre. Ça marche avec toutes les énergies. Il ne peut pas plus y avoir d'énergie verte, ou rose, ou bleue à paillettes, ou je ne sais pas quoi. L'énergie, c'est la transformation. Donc il y a certaines transformations dont les effets positifs l'emportent sur les effets indésirables, et d'autres transformations pour lesquelles c'est l'inverse. Mais il n'existe ni énergie verte, ni énergie propre. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête tout de suite, c'est que l'énergie, on va parler de physique avant de parler de quoi que ce soit d'autre, et vous êtes bien placé pour savoir que les lois de la physique, on n'y échappe pas simplement parce qu'on les ignore.
Les lois humaines, c'est très facile d'y échapper parce qu'on les ignore. D'accord ? Je roule quelque part en ne sachant pas que la vitesse est limitée, je franchis la limitation de vitesse, pas de radar, pas de flic et j'ai pas d'accident. J'ai violé la loi et il ne m'arrive rien. Et je ne sais même pas que j'ai violé la loi. Malheureusement, même si vous ignorez ce que c'est que la loi de conservation, vous ne pouvez pas la violer. Donc, tout programme politique qui entend violer la loi de conservation de l'énergie, et il y en a beaucoup en ce moment, ou la règle de 3, et il y en a beaucoup en ce moment, fera faillite. Vous marrez pas, c'est les promesses qu'on vous fait qui ne se réaliseront pas et qui feront monter les populistes. Donc ne vous marrez pas trop. Je vous l'ai dit, l'énergie, c'est la transformation du monde. Alors quelques exemples issus de la vie courante où on va transformer notre environnement et où on utilise de l'énergie. Tout appareil à modifier une température utilise ou restitue de l'énergie. Tout appareil à modifier une vitesse utilise ou restitue de l'énergie. Tout appareil à modifier une forme utilise ou restitue de l'énergie. Tout appareil à modifier une composition chimique utilise ou restitue de l'énergie, à commencer par votre propre corps. Tout appareil qui fait interagir un corps avec un champ utilise ou restitue de l'énergie. Tout appareil, alors ça c'est pour dans quelques dizaines d'années si ça marche, mais en tout cas il y en a une qui marche très bien pour le moment, de grosses bombes thermonucléaires qui s'appelle le Soleil. Et soit dit en passant, toutes les formes d'énergie que nous utilisons sur Terre, toutes sans exception, sont des dérivés directs ou indirects de l'énergie nucléaire. Donc si on n'aime pas l'énergie nucléaire, la seule question est de s'en tenir parfois à bonne distance, mais sinon si on l'aime pas, on n'aime pas le reste, et pas plus les énergies renouvelables. Et enfin, ce qui vous a beaucoup occupé entre le 1er juillet et le 31 août, vous avez également de l'énergie dans l'interaction matière-rayonnement. Et pour tous ceux qui vont se barber pendant ma conférence, quand vous commencerez à tapoter sur votre smartphone, vous utiliserez aussi l'interaction matière-rayonnement. Donc, quand vous comptez l'énergie, vous comptez la transformation du monde. Alors là, autre chose sur laquelle je vais revenir un peu plus tard, il n'y a pas d'économie sans énergie. Vous savez qu'en économie, il y a une grande notion qui va servir à calculer la valeur de ce qu'on fait, qui s'appelle la valeur ajoutée. Alors la valeur ajoutée, c'est très simple. Vous avez une unité productive, comme peut l'être par exemple le CEA. Vous sortez de cette unité productive quelque chose qui vaut plus cher que ce que vous y rentrez, parce que si vous faites durablement l'inverse, vous finissez à la barre du tribunal de commerce, ça ne marche pas bien. Entre les deux, vous avez ce qui s'appelle une valeur ajoutée. Mais entre les deux, vous avez aussi une transformation. Si vous ressortez exactement la même chose que ce qui est rentré en ayant juste augmenté les prix, ça ne marche pas. Même un distributeur, il a fait une transformation. L'objet était ici, il est là. D'accord ? Il a déplacé quelque chose, il a changé l'emballage, etc. Donc, toute activité économique a besoin d'énergie. J'y reviendrai après. En fait, une des choses que je vais vous apprendre, c'est qu'au premier ordre, depuis le début de la révolution industrielle, et en particulier depuis le début des 30 Glorieuses, le PIB, c'est la quantité d'énergie qui rentre dans un pays, point barre. C'est juste la quantité de kilowattheures qui rentre dans un pays. Le nombre de gens qui bossent, on s'en fout complètement, et les largesses des banquiers, on s'en fout complètement. C'est au premier ordre la quantité d'énergie qui rentre dans un pays. Mais j'y reviendrai. Je vous l'ai dit, l'énergie, c'est de la physique. Alors la physique, je le répète, est plus forte que les promesses de campagne. Ce qui, soit dit en passant, va poser un problème à certains d'entre vous dans cette salle, le pose déjà aujourd'hui, le posera plus tard. Quand l'élu promet quelque chose qui viole la physique et que vous savez où est la physique, vous avez la tragédie de celui qui sait. Est-ce que vous devez vous coucher en disant « Oui, monsieur, bien, madame, je vais faire ce que vous me demandez en sachant pertinemment que ça ne marchera pas ?» Ou est-ce que vous devez essayer, en haut fonctionnaire responsable, de tenir tête au corps politique au-dessus qui dit « Toi, j'ai pas envie de t'entendre, moi j'ai la légitimité des urnes pour moi, alors que toi, tu es une espèce d'emmerdeur qui m'empêche de rêver en rond. » Vous allez connaître, vous allez de plus en plus, dans les décennies qui viennent, connaître ce problème. C'est déjà un problème majeur aujourd'hui, je peux vous le dire. Je connais un certain nombre de camarades de promo, nous connaissons un certain nombre de camarades de promo qui sont en train de devenir schizophrènes ou neurasthéniques, et ça sera un des défis en ce qui va vous concerner. Qu'est-ce qu'elle dit, la physique? Elle dit qu'il y a une loi de conservation de l'énergie que vous connaissez tous puisque vous êtes dans cette salle. La loi de conservation de l'énergie empêche l'humanité de créer de l'énergie en son sein. Sinon, on serait Merlin l'Enchanteur, et nous ne le sommes pas. Ce qui veut dire que toute forme d'énergie utilisée par les hommes doit être prélevée dans l'environnement. Dès que nous utilisons de l'énergie, en fait, cette énergie, nous ne l'avons pas créée, nous avons été la chercher dans l'environnement où elle existe déjà. Une énergie qu'on prend dans l'environnement et qui existe déjà s'appelle de l'énergie primaire, dans le jargon des énergéticiens. Du pétrole, du charbon, du gaz, etc. Comme l'environnement a été créé gratuitement pour nous par 14 milliards d'années d'évolution depuis le Big Bang, enfin 13,7, je ne sais plus, enfin dans ces eaux-là. Gratos.
d'accord, gratuitement. Toutes les énergies primaires sont gratuites. Donc vous entendez souvent dans la vulgate écologiste traditionnelle, on va dire, la phrase « le vent est gratuit, donc il faut s'en servir ». C'est tout à fait vrai que le vent est gratuit, personne ne paye rien pour que le vent existe, mais personne n'a rien payé non plus pour que le pétrole se forme. Donc le pétrole est tout aussi gratuit que le vent. L'uranium est tout aussi gratuit que le pétrole. Ce qui n'est pas gratuit, c'est de payer la personne qui, par le fait du hasard, se retrouve être assise sur le gisement de pétrole. Et donc là, vous avez deux options. Vous lui fichez la paix et vous la payez, ou vous lui envoyez les chars et les avions. Les deux options ont été prises dans l'histoire. Toutes les guerres continentales en Europe avaient un tout petit peu quelque chose à voir avec le charbon. Et toute la tragédie du Moyen-Orient a un tout petit peu quelque chose à voir avec le pétrole. Hein, donc ce que je vous dis, c'est pas une vue de l'esprit. De temps en temps, on se dit, c'est plus simple d'envoyer les chars et les avions que de payer. Ça nous coûtera moins cher, pense-t-on. Pas sûr, mais bon. Mais toutes les énergies primaires sont gratuites. De ce fait, ce que coûte l'énergie quand vous allez la payer, ça n'est pas l'énergie elle-même, c'est le travail humain qu'il a fallu consentir pour aller chercher l'énergie là où elle est, la transformer et la mener à une utilisation autre que celle que la nature en fait. Dit autrement, dans l'économie, vous ne payez que des hommes, et donc ça n'est que la part humaine que vous allez payer quand vous achetez de l'énergie. De ce fait, plus une énergie est concentrée et stockable sous sa forme naturelle, moins elle sera chère. C'est aussi simple que ça. Et donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que de manière irrémédiable, et je ne vous dis pas ça parce que vous allez faire du nucléaire, c'est juste de la physique que je vous rappelle, de manière irrémédiable, les énergies renouvelables intermittentes et diffuses seront plus chères que les énergies fossiles, et pas un peu plus chères comme vous allez le voir. Prenons un volume d'air qui ne doit pas être très loin du volume de cette pièce. En ordre de grandeur, je pense qu'on y est. Un cube de 10 mètres de côté, donc 1000 mètres cubes. Admettons que cet air souffle à 80 km/h, 55 nœuds pour ceux d'entre vous qui font de la voile. En général, vous êtes au port à vous siffler des canons et vous évitez d'aller faire le zazou sur les flots. Enfin, sauf si vous êtes dans un sous-marin, auquel cas vous vous en fichez, ou sur un porte-avions qui est prévu pour ça. Mais enfin, si vous êtes sur un gentil voilier de 35 pieds, vous restez au port si vous avez le choix. Eh bien, si vous faites passer l'énergie cinétique de cet air dans une éolienne qui va en récupérer 40%, vous allez récupérer dans cet air le même contenu énergétique que ce que vous avez dans 3 millilitres de pétrole. 1000 mètres cubes d'air, une grosse éolienne, 3 millilitres de pétrole, 3 microgrammes d'uranium. C'est la raison pour laquelle ça sera plus cher. L'éolienne, aujourd'hui, vous délivre du kilowattheure en sortie d'éolienne à 6-8 centimes, sans stockage. Donc, dit autrement, il faut prendre le train quand le vent souffle. D'accord ? Alors qu'en face, vous avez une énergie disponible avec sa fonction de stock, j'insiste, pour 0,3 centimes en tête de pluie. Donc vous avez un rapport 25 sans stockage, 25 à 30 entre les deux, 50 à 100 avec stockage. Vous pouvez avoir toutes les déclarations politiques de qui vous voulez et toutes les déclarations de M. Elon Musk que vous voulez, de manière irrémédiable, à cause de la physique, l'éolien et le solaire, ça sera un ordre de grandeur plus cher que ne l'ont été les énergies fossiles. Dire que c'est un ordre de grandeur plus cher, ça veut dire que si vous payez les gens la même chose, il faut employer 10 fois plus de gens dans le système énergétique pour sortir la même quantité d'énergie. Et donc ces gens-là ne feront pas autre chose. Et si vous employez 100 fois plus de gens dans le système énergétique, vu qu'aujourd'hui il emploie 4 ou 5% de la population, overshoot. Plus vous employez de gens dans le système énergétique et moins vous sortez d'énergie. En fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Donc, nous ne passerons pas d'un système 100% fossile à un système 100% ENR, j'y reviendrai à la fin de cet exposé, en payant la même chose. C'est une escroquerie intellectuelle que de dire ça, et c'est une escroquerie politique que de prétendre s'appuyer sur des travaux qui disent ça. C'est criminel. Ça fait arriver les populistes. J'insiste, je pèse mes mots. C'est criminel. Quittons le crime, allons à la montagne. Un certain nombre d'entre vous l'ont probablement fait, d'aller à la montagne, au moins à côté de Cadarache, il y a des montagnettes. Et il y a peut-être un exercice auquel vous vous êtes livrés, certains d'entre vous, dans vos jeunes ou moins jeunes années, qui consiste à prendre un sac à dos, à se lever tôt le matin et à faire de la dénivelée. Alors on va imaginer que vous êtes en forme, comme mon poète de tout à l'heure, et que vous farcissez 2000 mètres de dénivelé dans la journée. Alors pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait de montagne, 2000 mètres de dénivelé, c'est 6 fois et quelques la Tour Eiffel.
À pied, hein, pas en ascenseur, vous n'avez pas le droit de tricher. Donc vous montez la tour Eiffel 6 et quelques fois à pied dans la journée, voilà. Et si vous pesez 90 kg avec votre sac à dos, c'est juste parce que E égale mgh, c'est facile de faire les calculs. Hein. Pour ça, eh bien, faites le calcul, vous allez vous rendre compte que tout ce que vos jambes auront fourni en faisant cet effort, c'est un ridicule demi-kilowattheure d'énergie mécanique. Pas beaucoup, un demi-kilowattheure. Hein. Donc vous transpirez toute la journée. En général, on transpire un peu. Et à la fin de la journée, un demi-kilowattheure d'énergie mécanique. Imaginez que vous faisiez ça un jour sur deux, ce qui revient à faire une étape du GR20 par jour entre le 1er janvier et le 31 décembre, c'est à peu près pareil. Eh bien, à la fin de l'année, vous aurez fourni 100 kWh d'énergie mécanique. D'accord? Donc, une année de dur labeur d'un homme, maximum, ça va vous fournir 100 kWh d'énergie mécanique, donc vous allez transformer le monde à la hauteur de 100 kWh. Vous pouvez aussi utiliser vos bras. Alors, vous vous appelez Monsieur Schwarzenegger, quand il était jeune, pas maintenant, et vous décaissez 6 mètres cubes de terre dans la journée avec une pelle. Faites travailler les bras, un peu le dos aussi du reste. Toujours pareil, E égale mgh, vu la densité de la Terre qui est de 2,5, ne faites pas le calcul, je l'ai fait pour vous. 10 fois moins d'énergie mécanique mise en jeu. 0,05 kWh d'énergie mécanique. D'accord ? Une journée de dur labeur. Faites ça un jour sur deux. Un homme qui utilise ses bras, c'est 10 kWh d'énergie mécanique par an. Donc un homme au travail va vous transformer l'environnement à hauteur de 10 à 100 kWh d'énergie mécanique par an. 10 kWh, pas sous forme mécanique mais sous forme thermique, c'est ce que vous avez dans 1 litre de pétrole. Et je vous rappelle que malgré le fait que la France soit un pays tout nucléaire, un Français consomme en moyenne 1400 litres de pétrole par an. C'est pas mal pour un pays tout nucléaire, non ? Vous êtes d'accord, hein? 1400 litres de pétrole par an dans les transports, dans l'industrie, dans le chauffage, dans l'aviation, etc. Évidemment, mon pétrole me fournit 10 kWh thermiques. Monsieur Carnot passe par là, cette espèce d'empêcheur de rendre en rond. Et je ne vais en sortir que 2 à 4 kWh d'énergie mécanique une fois que j'ai fait passer ça dans une machine thermique. Mais enfin, 2 à 4 kWh d'énergie mécanique, c'est encore, dans un litre de pétrole, l'équivalent de 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. Dit autrement, quand je m'offre un plein à 50 litres, je m'offre 500 à 5000 jours de travail humain pour 50 €. Tout votre pouvoir d'achat est là-dedans. Ce qui a fait votre pouvoir d'achat, les études longues, le divorce, la mondialisation, les congés payés, la retraite à 65 ans, le fait qu'on vive 90 ans, etc., c'est tout là-dedans. L'état stable de l'humanité sans énergie fossile, 500 millions d'êtres humains, 30 ans d'espérance de vie à la naissance. C'est ça le monde sans énergie fossile. Hein. Donc ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous le devons au fait qu'il y a eu du plancton qui a eu la bonne idée de vivre il y a 300 millions d'années et que la tectonique des plaques a eu la bonne idée d'enfouir sous terre et de le cuire à petit feu, enfin sans oxygène, pour en faire un résidu extraordinaire, fabuleux, qui s'appelle le pétrole. Hein, et d'autres substituts de même nature. Donc je vous l'ai dit, tout ça pour pas cher. Alors si je parle argent, imaginons que la personne qui monte sur la montagne, ou plus exactement qui me fournit son énergie mécanique, je la paye au SMIC, c'est que normalement c'est interdit de faire moins, même si on trouve quelques petites astuces pour ça. À ce moment, je vais payer mon kilowattheure d'énergie mécanique de quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros, alors qu'en face la machine me fournit le même service pour un coût marginal de quelques dizaines de centimes. Donc quand je suis passé du travail humain à la machine qui mange de l'énergie fossile, j'ai divisé le coût d'une transformation unitaire de l'environnement par un facteur de quelques centaines à quelques milliers. Je le redis, tout ce qui a fait le XXe siècle, divorce, Erasmus compris, est là. Tout. C'est dire que quand on va parler de transition énergétique, on ne va pas parler d'un problème d'ingénieur à résoudre dans un coin pendant que de l'autre côté, on peut continuer à promettre la Lune sur le plan social, économique, je ne sais pas quoi, etc. On parle de ce qui est au cœur, de ce qui a créé les mutations sociales, économiques, démographiques et le reste du XXe siècle. Au cœur. Donc la transition énergétique, ce n'est pas une annexe à un projet politique, si tant est qu'on puisse présenter, c'est au cœur d'un projet politique. Ce n'est pas annexe, c'est au centre. Hein. Et si on ne remet pas ça au centre, j'y reviendrai peut-être à la fin si j'ai le temps, dans mes grandes envolées lyriques, je pense que nous sommes très mal partis et je ne suis pas du tout sûr qu'on va arriver en 2050 sans avoir retrouvé la guerre sur le continent européen.
Je ne suis pas sûr. En tout cas, je ne parierai pas mon propre argent dessus. Admettons maintenant qu'on prenne un esclave, donc quelqu'un que je ne paye pas pour faire du travail mécanique. Alors vous savez, la particularité des esclaves, c'est sauf dans quelques lieux tenus secrets dans Paris, en général, les gens n'ont pas envie d'être esclaves. Et si je prends un esclave, il faut donc que je prenne quelqu'un que j'ai été chercher contre sa volonté, ce qui me coûte un peu d'argent, que je dois empêcher de foutre le camp, ce qui me coûte un peu d'argent, et puis je dois le nourrir, l'empêcher de mourir de faim, de soif, de froid, de chaud, etc. Ça va aussi me coûter un peu d'argent. Eh bien, si vous mettez bout à bout toutes ces dépenses, dans un calcul sordide, mais qui a quand même assez mérite, vous vous rendez compte que même un esclave va vous coûter 10 à 100 fois plus cher que la machine. Et la raison pour laquelle l'esclavagisme a disparu en Occident, selon moi, c'est pas du tout parce que votre code génétique fait de vous des gens bons alors que vos arrière-grands-parents étaient des gens mauvais. Je pense que vous avez exactement le même code génétique. Je pense juste que l'esclavagisme a disparu parce que ça n'a aucune espèce de rationalité économique de s'emmerder avec des gens qui ne veulent pas de leurs conditions et qui ne pensent qu'à vous trucider et qui ne sont pas efficaces, alors que la machine qui ne se met pas en grève, qui n'a pas besoin de dormir et qui ne rouspète pas, vous fait le même job pour 10 à 100 fois moins cher. C'est aussi bête que ça. Ce qui est une autre manière de dire que le stress énergétique ramènera une tentation de brutalité dans les rapports humains. Ça ramènera une tentation de brutalité dans les rapports humains. Pour le moment, on vit la première partie du mariage faustien. Vous connaissez Faust, hein? D'abord c'est super et ensuite la gueule de bois. Donc pour le moment c'est super. Voilà la première partie qui est super. De plus en plus d'énergie par personne. Vous avez ici une courbe qui vous retrace sur 1 siècle et demi l'approvisionnement énergétique par personne. Alors quand je dis l'approvisionnement, il s'agit bien d'énergie en fait qu'on va donner à manger à des machines. C'est pas vous qui buvez le pétrole, enfin je vous le déconseille, et je vous déconseille encore plus de mettre les doigts dans la prise. Hein. Donc quand on dit que les hommes consomment de l'énergie, en fait c'est un abus de langage, et un gros abus de langage. Hein, et vous ne mangez pas plus le charbon ni les noyaux d'uranium. En fait, quand on dit que les gens consomment de l'énergie, il y a un implicite qu'on a oublié de mettre dans l'affaire, ça veut dire que les hommes ont à leur disposition des machines qui vont utiliser cette énergie. C'est ça que ça veut dire. Et donc, plus d'énergie consommée par personne, c'est une autre manière de dire que le parc de machines par personne augmente. C'est ça qu'il faut comprendre quand on vous dit plus d'énergie par personne. Il faut comprendre le parc de machines par personne augmente. Et à ce moment, un truc qui devient très logique, c'est que la productivité par personne augmente. Si vous avez plus de machines par personne, eh bien, la production par personne augmente. Si vous doublez la taille du laminoir piloté par l'ouvrier à Fos-sur-Mer, la production par ouvrier double. C'est aussi con que ça. Et la seule chose qu'il a fallu, c'est un laminoir 2 fois plus gros, donc un peu d'investissement et 2 fois plus d'énergie. Donc plus il y a d'énergie par personne, en fait, ça veut dire plus il y a de machines par personne. Donc la consommation d'énergie que je vous montre ici est un reflet du parc de machines par personne. C'est une autre manière de dire la même chose. Vous voyez plusieurs choses intéressantes sur ce graphique. La première, c'est que les formes d'énergie se sont empilées les unes sur les autres et ne se sont pas cannibalisées à quelques exceptions près. D'accord? Donc jamais on ne peut dire, donc ça c'est une pierre dans votre jardin, on ne peut pas dire le nucléaire a remplacé d'autres formes d'énergie, il est venu par au-dessus, mondialement. Hein. Localement c'est moins vrai, mais mondialement c'est un peu comme ça que les choses s'écrivent. Vous voyez également qu'on n'a jamais consommé autant d'énergie renouvelable par personne qu'aujourd'hui. On consomme plus de biomasse qu'il y a 1 siècle et demi, on consomme plus d'hydro qu'il y a 1 siècle et demi, et plus de nouvelles énergies renouvelables qui sont là, voilà, qu'il y a 1 siècle et demi. Donc si vous regardez en valeur absolue l'approvisionnement en ENR par personne, on n'en a jamais mangé autant qu'aujourd'hui. C'est rigolo, hein? Et pour autant, on n'a jamais autant utilisé non plus d'énergie fossile par personne qu'aujourd'hui. Hein. Donc l'idée que quand on développe les énergies décarbonées, c'est juste ça qui fait le job, et les énergies carbonées diminuent, moi je vous dis non, c'est pas comme ça que ça s'est passé dans le monde. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. On peut y arriver, mais ça suppose des conditions économiques et juridiques mises en place qui doivent être délibérées. Si vous dites juste je laisse, ça va régler le problème tout seul, non, ça ne marche pas. Vous voyez en particulier que le pétrole n'a pas remplacé le charbon parce que les usages ne sont pas les mêmes. Et vous voyez aussi qu'il n'y a pas de lien. Alors retenez bien ça, vous qui êtes jeunes, parce que ça va vous être utile dans votre vie de citoyen. Il n'y a strictement aucun rapport entre la pagination dans le journal et l'importance réelle dans le monde. Je le répète parce que je ne suis pas sûr qu'en une fois ça passe. Et vous allez avoir du mal à lutter, une fois sorti de cet amphi, contre votre
tentation qui va être de croire que c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc je le répète, il n'y a strictement aucun lien entre l'importance réelle des phénomènes dans le monde et la pagination dans le journal. Du reste, le journal est un anti-exercice de philosophie quotidien, puisque un petit garçon qui se fait attraper par un pédophile, c'est une catastrophe. 1 million de gens qui meurent de la grippe, c'est une catastrophe. Donc 1 égale 1 million. Je vous assure, dans le journal, 1 égale 1 million. C'est comme ça. Et c'est précisément parce que 1 égale 1 million que une personne qui se laisse tomber un marteau sur le pied dans une centrale nucléaire en France, ça fait plus de sprouts que dans la presse que quelqu'un, je ne sais pas, qui se noie en tombant d'un cargo, tiens, par exemple. Bon. Donc vous n'avez pas de rapport, encore une fois. Par contre, il y a un rapport entre le nombre de communiqués de presse et la pagination dans la presse. Ça, c'est vrai. La raison pour laquelle on n'arrête pas de parler des ENR, c'est qu'à chaque fois que vous plantez une éolienne, vous faites un communiqué de presse. Donc on vous parle des éoliennes. Point. La pagination dans la presse reflète les communiqués de presse des porteurs d'intérêt et pas l'importance réelle dans le monde. Je vous montrerai un certain nombre de trucs que vous voyez dans la presse derrière en ce qui concerne le nucléaire et même certains d'entre vous, je pense, seront surpris. Donc je vous le disais, pour le moment, c'est le début du mariage faustien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous sommes arrivés à un niveau d'utilisation énergétique qui est de 20 000 kWh par personne et par an en moyenne mondiale. Moyenne mondiale. C'est une autre façon de dire que si Mère Nature n'avait pas été généreuse avec nous et ne nous avait pas donné le pétrole, le charbon, le gaz et plus marginalement les chutes d'eau, l'uranium et le reste, eh bien pour qu'un terrien ait les mêmes conditions de vie qu'aujourd'hui et les mêmes services agricoles, industriels, etc., il faudrait qu'il ait 200 esclaves à sa disposition en permanence. C'est ça que ça veut dire. En France, c'est plutôt 5 à 600. Donc, le smicard français vit comme un nabab. Oui, oui, il vit comme un nabab. Son espérance de vie est de 75 ans, alors que je vous rappelle encore une fois qu'il y a 2 siècles, elle était de moins de 30 ans à la naissance. Il a un carrosse propulsé par 80 chevaux dans son garage qui s'appelle une voiture, alors que c'est l'équivalent de la puissance du moteur. Alors que le roi de France lui-même était incapable d'aller à 120 km/h, même s'il en avait envie, il y a quelques siècles. Il a accès à la médecine, au jeu du cirque qui s'appelle une télévision. Il a chaud l'hiver, il a froid l'été. Enfin, je veux dire, il vit comme un nabab. Le problème, c'est qu'il est victime de la malédiction de Tocqueville, c'est-à-dire qu'il se dit, tant qu'il y a une personne au monde, donc le smicard français se dit, tant que M. Vervarde gagne plus que moi, le monde est injuste. C'est aussi con que ça. C'est aussi con que ça. Et sauf à transformer la distribution des revenus en Dirac, il y aura des gens qui ne seront pas contents en démocratie. D'accord ? C'est le malheur de la démocratie. Alors relisez Tocqueville, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est extrêmement bien expliqué. La démocratie fait des rouspéteurs. C'est comme ça. La démocratie fait des rouspéteurs. Donc c'est pas parce que le smicard français, en m'écoutant, dirait non mais il se fiche de la gueule de qui, moi vivre comme un nabab, que c'est faux. Factuellement, au regard de ce qu'a été la condition humaine depuis la création de notre espèce, le smicard français vit comme un nabab. Vous dans cette salle, vous vivez comme des super nababs, mais déjà le smicard français vit comme un nabab. Et les esclaves du smicard français, les voici. Enfin, plus exactement, voici un tout petit micro-échantillon, des esclaves du smicard français. Ces esclaves mangent, alors ça, un petit avantage aussi par rapport aux esclaves des temps anciens, qui mangeaient du sol et qui étaient donc en compétition avec les gens qu'ils servaient, nos esclaves modernes mangent du sous-sol. Donc même là-dessus, ils ne nous emmerdent pas. On a tout le sol pour nous, eux, ils mangent du sous-sol. C'est pas complètement anodin ce que je vous dis, parce que si vous voulez revenir aux renouvelables qui mangent du sol, notamment tous les dérivés de la biomasse, eh bien on se retrouve de nouveau en compétition avec les hommes. Et ils fournissent quelques centaines d'esclaves virtuels par personne. Ce que je vous dis a eu un effet majeur, ou plus exactement, a créé un malentendu majeur dans la manière dont nous comprenons l'économie future et du coup dont nous forgeons les programmes politiques futurs en démocratie. Et donc là, ce que je vais vous expliquer est à l'origine de la montée du populisme pour partie. Vous avez appris à l'école qu'on a un système productif, donc qui produit des tables, des chaises, des feuilles de papier et des ingénieurs du nucléaire. Pour avoir un système productif, on a besoin de 2 choses. Rappelez-vous les cours d'économie que vous avez à l'école. Vous avez besoin de gens qui travaillent. D'accord ? Et si vous n'en avez pas assez, eh bien vous leur bottez les fesses pour qu'ils aillent arrêter de pointer à Pôle emploi et qu'ils se lèvent le matin.
Et on a besoin de capital, et si les banquiers ne prêtent pas, on leur botte les fesses en leur disant quand même, vous êtes des affreux jojo, vous êtes priés de prêter. Et grâce au travail et au capital, nous avons la corne d'abondance productive qui nous fournit absolument tout ce dont on a besoin. Et alors, si vous êtes physicien ou ingénieur, vous vous dites, ouais, sauf que à droite, ce que j'ai, c'est des ressources transformées. Donc, quelque part dans l'entrée du système, il me faut aussi les ressources à transformer. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, oui, c'est vrai, mais j'ai aussi besoin de ressources à transformer. Sans minerai de fer, c'est compliqué de faire des fourchettes. Sans calcaire, c'est compliqué de faire des immeubles et donc compliqué de faire des ingénieurs du nucléaire, sauf à ce que vous acceptiez l'hiver d'aller faire les cours sous la flotte et dans le froid. Et si vous n'acceptez pas, il me faut du calcaire, même pour faire des ingénieurs du nucléaire. Et il me faut du minerai de fer, puisque l'armature est en fer, même pour faire des ingénieurs du nucléaire. Donc même pour faire de l'enseignement, qui est un service parfaitement dématérialisé comme chacun sait, vous avez besoin de ressources. Vous avez besoin de ressources. Et puis vous avez besoin de la capacité à transformer ces ressources, puisque manifestement, une fourchette et une poignée de minerai de fer, c'est pas exactement la même chose. Donc du travail. Et ce travail, c'est-à-dire cette transformation, j'en reviens à ma définition de l'énergie et à l'ordre de grandeur que je viens de vous exposer, les hommes en sont responsables pour 1, quand les machines et l'énergie en sont responsables pour 200, en moyenne mondiale. Et alors là, vous comprenez une chose très simple. Si vous avez, pour quelque raison que ce soit, un goulet d'étranglement sur l'approvisionnement énergétique en volume, je ne vous parle pas du prix pour le moment, on s'en fout du prix du reste, en volume, vous aurez un goulet d'étranglement sur le PIB, même si vous avez plein de gens prêts à se lever le matin, même si vous avez plein de banquiers compréhensifs. Et je vous montrerai un peu plus tard que c'est très exactement ce qui arrive à la totalité du monde occidental depuis 2007, et je vous dirai pourquoi 2007 et pas 1988, 2003 ou 2045. Prenons un exemple, puisqu'il y a des marins dans la salle apparemment. Vous prenez un chalutier du Guilvinec, d'accord ? Donc vous avez votre capital, chalutier du Guilvinec, vous avez votre travail, les marins sur le chalutier, il y a encore 3 poissons à pêcher à quelques centaines de milles du Guilvinec, donc vous avez des ressources, et vous n'avez pas de fuel. Je ne pense pas que le chalutier du Guilvinec va sortir à la rame. Je dirais peut-être l'inverse, mais enfin, j'ai pas l'impression. Évidemment, il faut aussi les ressources, donc s'il n'y a plus de poissons à pêcher, vous pouvez avoir les marins, le fuel, le bateau, vous n'aurez pas non plus de poissons pêchés, donc vous n'aurez pas non plus de PIB. Hein ? Donc si à un moment quelconque, vous avez un goulet d'étranglement sur l'énergie ou sur les ressources, ça devient le premier facteur limitant du système. Et en fait, ce que l'économie classique qui a été théorisée il y a 2 siècles, à une époque où les seuls facteurs limitants pour la production humaine, c'est-à-dire la transformation humaine, c'était le nombre de gens au travail et le capital humain accumulé, la théorie macroéconomique a théorisé à cette époque-là que s'il y avait que ça qui comptait, les ordres de grandeur ont complètement changé et on est resté avec la même approximation au premier ordre, qui est fausse du début à la fin. Du début à la fin. Donc si un macroéconomiste vous explique de quoi l'avenir sera fait, ne l'écoutez pas et allez au restaurant, vous gagnerez du temps. C'est pas une blague. Si la macroéconomie était prédictive, comme dirait l'autre, ça se saurait. Hein ? Si vous voulez rigoler un peu, confrontez les projections de croissance des grands organismes de place, la Banque mondiale, le FMI, etc. Je n'ai pas le temps aujourd'hui parce qu'on ne m'a pas laissé assez de temps, mais confrontez ça avec ce qui s'est vraiment passé. Je peux vous dire que si chez moi, le type du marketing me fait ce genre de prévision, je ne le garde pas longtemps. Hein. Je ne le garde pas longtemps. Hein. Alors, dans le sens croissant, je vous dis, ça marche très bien. Vous avez ici le PIB reconstitué de l'humanité depuis 2000 ans. Alors, vous voyez que pendant 1000 ans, la croissance n'était pas un sujet électoral parce qu'il n'y avait pas de croissance, mais rigolez pas, il n'y avait pas non plus d'élection. Ceci va avec cela. Un monde sans croissance est un monde plus contraint qu'un monde en croissance, et le niveau de contrainte d'un monde sans croissance ne permet probablement pas la démocratie. En tout cas, c'est pas sûr. En tout cas, c'est pas gagné d'avance. Jusqu'au début de la révolution industrielle, la croissance est encore... elle existe, mais enfin bon, il faut un petit microscope pour la voir. Le taux de croissance qu'on a aujourd'hui rendrait ces gens-là jaloux, mais en attendant, c'est quand même pas grand-chose. Et puis arrivent les combustibles fossiles, et alors là, crac, la corne d'abondance se met en route. Alors vous connaissez probablement cette blague de Boulder, un économiste qui disait « Si vous croisez quelqu'un qui vous promet la croissance perpétuelle, c'est un fou ou un économiste. » Qui parie son argent personnel, la totalité de son argent personnel, transmissible à ses héritiers, que ça va encore durer indéfiniment? Personne? Donc vous avez tous fait de la logique dans cette salle. Si ça ne va pas durer indéfiniment, c'est que ça va s'arrêter à un moment.
On est d'accord? C'est de la logique de base, hein. Bon. Et à ce moment, la seule question, c'est est-ce qu'on a une idée quelconque de ce qui pourrait provoquer cet arrêt et quand ça pourrait se passer? Alors Meadows s'est attaqué à cette question dans le fameux rapport qui s'appelait The Limits to Growth, sorti en 1972, que je vous invite tous à lire, parce que c'est le seul exercice de macroéconomie basé sur des flux physiques intelligent que j'ai vu jusqu'à ce jour, avant qu'un ami qui s'appelle Gaël Giraud ne prenne sa suite et essaye de faire la même chose avec de la macroéconomie moderne. Mais lisez ça, c'est absolument fabuleux. Et Meadows avait dit, le résultat de l'expérience est très simple. Tant qu'on cherche la croissance perpétuelle, le système s'effondre sur lui-même quelque part dans le courant du XXIe siècle. Et je pense que le pas de temps est le bon. Je pense que le pas de temps est bon. Et je vais vous montrer qu'en Occident, en particulier en Europe, je pense que Meadows a déjà raison. Alors pour le moment, dans le monde dans son ensemble, il a tort. Et je vous présente le meilleur modèle macroéconomique au monde, ça s'appelle une droite. C'est sympa les droites hein, quand même, hein. On n'a pas besoin de s'emmerder avec des intégrales triples et je sais pas quoi, les équations dérivées partielles. Les droites, même moi, à mon âge, j'arrive encore à comprendre. Donc ce graphique, comment il est fait? Il est fait avec un point par année en allant de 1965 à 2015. Et chaque année, j'ai mis sur l'axe horizontal la quantité d'énergie utilisée par l'humanité et sur l'axe vertical le PIB mondial en dollars constants. Une simplicité biblique. C'est une droite. C'est une autre manière de vous dire, c'est l'énergie qui détermine le PIB. Alors vous allez me dire, c'est la poule et l'œuf. Je vais dire oui, mais enfin, il faut l'œuf pour avoir la poule. Donc, dit autrement, ce graphique me suffit à dire, et je vais vous montrer après le cas de l'Espagne, mais il y en a plein d'autres comme ça, que si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez plus de PIB. Il me suffit à dire ça. Alors voilà le cas de l'Espagne. Ploum, ploum, ça marche, et ça marche plus, ça repart dans l'autre sens. Bon, là, ça remarche un peu, mais enfin, ça va pas durer longtemps. Donc, ou ça va pas durer très longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2006 plus exactement? Il s'est passé, ce que je vais vous montrer un peu plus tard, que la production mondiale de pétrole s'est arrêtée de croître en 2005, nonobstant ce que vous racontent les journaux sur le pétrole de schiste. Il s'est passé que l'Espagne avait 50% de pétrole dans son mix énergétique, qu'elle importait tout. Et donc la production mondiale s'arrêtant de croître, tout ce que les Chinois achètent en plus, les Espagnols l'achètent en moins. Donc ils se retrouvent délibérément privés d'une partie de leur approvisionnement énergétique, donc délibérément privés d'une partie de leur capacité de production. Et ploum, ils font le chemin inverse. Je vous aurais montré la Grèce, l'Italie, le Portugal, c'est exactement la même tête de courbe. Et le fait que ça tourne comme ça, c'est que vous avez d'abord un sujet sur l'énergie avant d'avoir un sujet sur le PIB. Hein, c'est que la chronologie, c'est d'abord le frein sur l'énergie, ensuite le frein sur le PIB. Pour que ce soit la baisse du PIB qui engendre une baisse de la consommation d'énergie, il faudrait que la courbe tourne comme ça. Par exemple, si vous regardez la crise financière dans les pays d'Asie du Sud-Est en 97, c'est pas un problème énergétique, la courbe tourne comme ça. Pas longtemps du reste. Si elle tourne comme ça et durablement, c'est que vous avez un problème d'approvisionnement énergétique. Alors l'approvisionnement énergétique du monde, ça vous le savez probablement, voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc vous avez le pétrole qui est encore en position numéro 1, et dans les pays de l'OCDE, il est encore plus en position numéro 1. Après vient le charbon, après vient le gaz, et donc les fossiles au total font à peu près 80%. Vous voyez qu'après, on a du nucléaire et de l'hydroélectricité qui sont les deux grandes formes de génération électrique décarbonée dans le monde. Le bois est encore quelque chose de significatif dans l'ensemble, et je reprends ma petite blague de tout à l'heure, plus on en parle et moins il y en a. Vous avez ici le vent et le solaire. Alors, un truc qui, moi, me fait pas du tout plaisir, mais qui va quand même vous intéresser, quand vous regardez l'incrément de consommation énergétique entre 2000 et 2015 dans le monde. D'accord ? Donc, vous regardez de combien chaque forme d'énergie a augmenté entre 2000 et 2015. Eh bien, le résultat, c'est que le charbon a augmenté 30 fois plus que le solaire. 30 fois plus. Donc si le journal avait une pagination proportionnelle à ce qui se passe vraiment, pour un article sur le solaire, vous devriez en avoir 30 sur le charbon. Je ne crois pas que c'est ce que vous ayez vu. Je ne crois pas que c'est ce que vous ayez vu. Je vous résume le pacte faustien. Donc nous avons des ressources naturelles gratuites, dont des énergies fossiles. Ça brûle. Dit autrement, ça permet d'avoir des réactions exothermiques. Et du coup, ça permet de transformer tout le reste de ce qu'on a sur Terre pour faire toutes les choses qui nous rendent la vie si douce. Et dessus, la structure socio-économique que tant le MEDEF que la CGT considèrent comme acquise pour l'éternité. Deux petites questions auxquelles je vais m'attaquer maintenant, et ça va être ça la transition. 1. Combien de temps dure la corne d'abondance à l'amont ? 2. Combien de temps est-ce que l'exutoire reste sans réagir face à ce qu'on lui met, à ce qu'on met dans la grande poubelle atmosphérique?
Hein. Le problème amont s'appelle le pic pétrolier, le pic gazier, le pic charbonnier, le pic uranium, enfin toutes les questions d'approvisionnement de ressources. Le problème aval s'appelle la pollution au sens large et en particulier le changement climatique pour ce que je vais traiter. Alors je vais commencer par l'amont, là je vais aller un peu vite. Je vais vous rappeler un petit théorème de maths. Le pétrole, il faut 300 millions d'années pour le faire en première approximation. Ce qui veut dire qu'à l'échelle des temps historiques, nous avons un stock de départ qui est donné une fois pour toutes. Ça veut dire que la quantité cumulée de pétrole qu'on pourra faire sortir du sous-sol a une borne supérieure. On est d'accord ? À partir du moment où une fonction a une borne supérieure sur son intégrale entre moins l'infini et plus l'infini, ni elle ne peut être perpétuellement croissante, ni elle ne peut même être perpétuellement constante, elle est obligée de passer par un maximum et de tendre vers zéro à plus et moins l'infini. Vous vous rappelez de ce petit théorème de maths ? Bon. Dit autrement, dès que vous avez une ressource sous le sol qui est disponible en quantité donnée une fois pour toutes, qu'il s'agisse du pétrole ou de n'importe quel minerai métallique, soit dit en passant, donc ça vaut aussi pour le tungstène, le chrome, le vanadium, etc., vous aurez un pic à l'extraction annuelle de cette ressource. La question n'est pas de savoir si vous l'aurez, c'est un théorème de maths. La question est de savoir quand, comment, si c'est grave docteur, si on doit le provoquer, par exemple pour les émissions de CO2, ou l'attendre. Une des conséquences de cette affaire, c'est que comme les émissions de CO2 découlent de l'utilisation d'hydrocarbures qui passeront par un pic à l'extraction, il y aura un pic aux émissions de CO2. C'est une certitude mathématique. La seule question, c'est est-ce qu'on l'aura délibérément provoqué et géré, ou est-ce que c'est une guerre atomique, une épidémie, une famine, ou Dieu sait quoi, ou le déclin génétique parce qu'on se chauffe trop les testicules, qui le provoquera. Mais c'est la seule question. C'est la seule question. Il y aura un maximum aux émissions annuelles de CO2. Ça, c'est un théorème de maths. Hein ? Alors pour le pétrole, on y arrive. Vous avez ici une petite courbe qui vous retrace la variation, donc non pas la production, mais la variation de la production de pétrole depuis un siècle et demi. Donc il y a un siècle et demi, la production de pétrole avec des moyens technologiques qui vous feraient sourire, c'est-à-dire une pelle, une pioche et quelques planches, la production de pétrole dans le monde augmente de 15% par an tous les ans. Après, avec des moyens techno un peu plus sophistiqués, on descend quand même à 10%. Avec des moyens encore plus sophistiqués, on descend à 5%. Et aujourd'hui, avec les hydrocarbures de roche-mère, qui soit dit en passant sont connus depuis 2 siècles, eh bien, on est quasiment au zéro. Et donc, vous savez que quand la croissance, c'est-à-dire la dérivée d'une fonction, arrive à zéro, c'est qu'on est au maximum. Donc, en fait, le maximum de l'approvisionnement mondial en hydrocarbures, on y est. En fait, on y est quasi. Je vais vous montrer après que pour le pétrole stricto sensu, on y est. Et tout liquide confondu, on y sera dans quelques années. Souvent, les gens se posent la question, c'est combien ça va me coûter ? Je n'ai pas le temps de traiter le sujet aujourd'hui. En fait, la réponse à la question, c'est qu'on s'en fout. C'est juste pas le sujet. Le sujet, c'est combien je vais en avoir. C'est pas combien ça va me coûter, c'est combien je vais en avoir en volume. Et vous pourriez me dire, il y a un rapport entre les deux. Si j'avais le temps, je vous montrerai les courbes. La réponse est qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Quand vous prenez une série longue sur les prix du pétrole sur un siècle, il n'y a pas le moindre lien entre la quantité de pétrole disponible et le prix en série longue. Pas le moindre. À très bref délai, ça marche. Dès que vous êtes en série longue, ça ne marche plus. Mais ce que je vous ai montré précédemment, c'est tout liquide. Alors maintenant, on va regarder type de liquide par type de liquide. Et voici une production de pétrole présentée d'une manière que vous ne verrez pas dans la presse, parce que ça, c'est des données que je ne suis pas censé avoir, donc je ne vous dirai même pas d'où ça sort, mais je sais qu'elles sont bonnes. Et vous avez ici, donc, depuis plus d'un siècle, la production de pétrole. Alors dans le pétrole, on met en général 2 choses. On met ce qui sort de terre sous forme liquide, et là-dedans, vous avez le pétrole qui sort de terre sous forme pétrole, plus ce qui sort de terre sous forme de bitume et que vous transformez en pétrole. La partie sombre du bas, les extra lourds, etc. Et puis au-dessus, vous avez des trucs qui sortent avec le gaz et qui ne sont pas du pétrole, mais que toutes les statistiques pétrolières comptent avec le pétrole. Alors les liquides de gaz, en fait, c'est pas liquide à température et pression ambiante, c'est butane, éthane, propane, donc c'est pas liquide du tout, et ça ne sert pas à faire des carburants, enfin sauf dans les voitures qui roulent au GPL. Et ici, vous avez des chaînes carbonées un tout petit peu plus longues qu'on appelle des condensats et qui sortent avec le gaz. Aussi. Donc ça augmente parce que la production de gaz augmente. Par contre, la production de pétrole stricto sensu, depuis 2005, n'augmente plus. Elle a un peu augmenté en 2014-2005 et elle est en train de se casser la gueule en ce moment. Donc ça n'augmente plus. Et si ça n'augmente plus et qu'il y a des pays qui en prennent plus, et ben d'autres en prennent moins. Donc ce qui est en train de se passer avec le pétrole en ce moment, c'est que depuis 2006, les Chinois, de plus en plus riches, sont en train d'évincer de la consommation de pétrole les classes moyennes inférieures de l'OCDE. Celles-là même qui vont voter Trump, Brexit et Le Pen. Celles-là même qui vont voter Trump, Brexit et Le Pen.
parce qu'on est en train de vivre le début d'une décroissance matérielle qu'on ne comprend pas, et puis les faiseurs de miracles n'arrêtent pas de nous dire « élisez-moi, et le précédent il était nul, mais vous allez voir ce que vous allez voir », et ça ne marche pas. Parce que ça ne peut pas marcher, parce que ça entend violer la physique. Le pétrole baissant dans les pays de l'OCDE depuis... Alors le titre est évidemment ironique. La presse vous fait croire que grâce au pétrole de schiste, l'approvisionnement pétrolier des pays de l'OCDE est reparti à la hausse. Peut-être, sauf que non. Vous voyez là, ça descend. Le pétrole de schiste, il a démarré là. Hein. Oui, pardon, il a démarré là. Il a démarré en 2005. Alors ça a changé la balance énergétique des États-Unis, ça c'est parfaitement vrai. Ils importent moins, ils importent toujours beaucoup, hein, un peu moins qu'avant, mais ça n'a pas changé la tendance de fond. Comme le pétrole, vous voyez qu'elle est en haut, là c'est la première énergie consommée dans la zone OCDE, eh bien la zone OCDE est en décrue énergétique depuis 2007. Je ne sais pas si vous le saviez. Le journal ne vous en parle pas. C'est très facile, ces données sont publiques. Hein, ces données sont publiques. C'est la raison pour laquelle, partout dans la zone OCDE depuis 2007, le chômage a réaugmenté, et quand il n'a pas réaugmenté, c'est soit des découragés de l'emploi, donc on les compte plus comme chômeurs juste parce qu'ils s'arrêtent d'aller pointer, ou alors ils ont trouvé 3 boulots empilés l'un sur l'autre, ils bossent 15 heures par jour, ils gagnent la moitié du SMIC, mais ils ne sont pas chez les chômeurs. Mais c'est ça qu'on a depuis 2007 dans la reprise de l'emploi, pour l'essentiel dans la zone OCDE. Et en Europe, on est encore plus gâté. Vous voyez que depuis 2006, notre approvisionnement énergétique est en baisse. Et sauf sur les nouvelles ENR, mais qui ne vont pas compenser le reste, il est en baisse sur tous les compartiments de l'approvisionnement énergétique européen. Il est en baisse sur le charbon, parce que la production de charbon européenne est passée par un maximum en 1985. Ça fait 2 siècles que les Européens tapent dans leur charbon. On a passé le pic, ça descend. Le charbon est une énergie qui voyage peu. 15% seulement de la production mondiale passe une frontière entre la production et entre le producteur et le consommateur. C'est essentiellement une énergie domestique. Donc compenser un déclin sur d'autres formes d'énergie par des importations accrues de charbon, ça ne marche pas si bien que ça. Nous sommes en déclin sur le pétrole parce que, comme je vous le disais, il n'y en a pas plus dans le monde et les Chinois en prennent une plus grande partie. Et si je suis un peu plus précis, l'approvisionnement européen, pour 25%, c'est la mer du Nord qui est en déclin géologique depuis 2000. Et pour 75%, c'est des importations avec lesquelles on est en concurrence croissante avec les Chinois qui en prennent un plus gros morceau. Donc ça descend. Nous sommes en déclin sur le gaz, parce que 60% du gaz européen vient de la mer du Nord. Donc le gaz en Europe, ce n'est pas essentiellement la Russie, contrairement là aussi à ce que la presse vous raconte. 60% du gaz européen vient de la mer du Nord, mais la mer du Nord est en déclin depuis 2005. Donc l'approvisionnement gazier en Europe décline. Et enfin, nous sommes en déclin sur le nucléaire. Alors là, ce n'est pas un problème physique, c'est un problème mental. On a décidé que c'était cacaberque et donc on en voulait moins. L'hydro est toujours au même niveau parce qu'on a expulsé des fonds de vallée à peu près tous les gens qui étaient expulsables, donc on ne va pas en faire beaucoup plus. Puis quand on va faire le barrage de Sivins, vous voyez que c'est pas simple. C'était une retenue agricole en l'occurrence. Et ce n'est pas les nouvelles énergies renouvelables que vous avez au-dessus qui vont faire la différence parce que, comme vous le verrez à la fin, elles sont terriblement capitalistiques, considérablement plus capitalistiques que le nucléaire encore. Et donc vous ne remplacerez pas le déclin de tout ce que je suis en train de vous montrer par des nouvelles énergies renouvelables. Donc, ce qui s'est passé en Europe sur la production industrielle en 2007 va continuer. Vous voyez, soit dit en passant, que la désindustrialisation de l'Europe, c'est une vue de l'esprit, hein, jusqu'en 2007. Il n'y a pas du tout de désindustrialisation de l'Europe. La production industrielle européenne augmente. Elle augmente. Il y a une diminution des emplois industriels parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait des laminoirs 2 fois plus gros. Si vous faites des laminoirs 2 fois plus gros, vous avez besoin de 2 fois moins de monde. C'est ça qui a fait le déclin de l'emploi industriel. Ce n'est pas du tout le fait qu'on a désindustrialisé le continent. Alors on a fait moins de vestes et de chemises et plus d'Airbus. Bon, très bien. Mais on n'a pas moins produit industriellement. Pas moins. Hein. Là où on commence à moins produire industriellement, et vous voyez que c'est une tendance, crac, c'est au moment où on inverse l'approvisionnement énergétique. Donc si j'ai mon propre argent à parier, c'est comme ça que je vais vous le présenter, je parie la totalité de mon argent sur le fait que structurellement, la production industrielle européenne à partir de maintenant est orientée à la baisse. Structurellement. Et c'est dans ce monde-là qu'il va falloir faire des projets d'avenir pour vous, moi pour ce qui me reste à vivre, et mes gosses. D'accord ? Si on essaye de nier cette réalité, je le répète, on se retrouvera avec des dictateurs. Parce qu'il y aura un tel niveau de malentendu au sein des électeurs que ça se terminera mal. L'histoire l'a amplement montré. Hein. L'histoire l'a amplement montré. Voilà, c'est la même chose dans la zone OCDE au sens large. Et tout ça hérite d'une tendance lourde, en fait, et je vais finir la partie énergétique là-dessus.
Vous avez ici le taux de croissance ou de décroissance de l'approvisionnement énergétique de la zone OCDE depuis 1965. Donc là-dessus, vous n'avez pas l'approvisionnement, vous avez la variation, donc la dérivée. Hein. Et le pointillé, c'est donc la dérivée seconde. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que cette dérivée seconde, elle est négative depuis plus de 50 ans. Et donc, le fait qu'on ait annulé la dérivée première il y a quelques années n'est que l'héritage d'une tendance lourde démarrée bien avant. Et cette même tendance lourde va produire une baisse de l'autre côté. C'est le déclin géologique, encore une fois, des combustibles fossiles disponibles en Europe. Et ceci allant avec cela, voilà à quoi ressemble la variation du taux de croissance du PIB en Europe depuis 1960. Ça, c'est quand les cheveux blancs dans cette salle sont nés, là, les 30 glorieuses, c'était génial, plus 10% par an, enfin plus 6% par an, c'était merveilleux, puis plus 5, plus 4, plus 3, bleh. Ça, c'est ce que Hollande aurait aimé retrouver. Manque de peau, on est sur cette tendance-là, donc il n'a rien retrouvé du tout. Et ça, c'est ce qui va se passer plus tard. Donc toute personne qui vous promet le retour de la croissance en France est un charlatan. Sachez-le, hein, c'est un charlatan. Et donc, si vous voulez, et c'est là que je veux en venir, avoir plus d'argent pour vous dans une marmite qui globalement se contracte, il va falloir que vous fassiez la preuve de votre utilité sociale supérieure pour expliquer que c'est plus important de vous donner l'argent à vous qu'à d'autres personnes qu'on va devoir déshabiller. Alors je répète, parce que je pense que c'est important ce que je viens de dire. On est d'accord, hein? C'est un peu comme si vous êtes dans une entreprise qui ne gagne pas plus d'argent, et qui a toujours le même nombre de salariés, et vous dites « augmentez-moi, moi ». À ce moment, vous êtes sûr que quelqu'un d'autre ailleurs doit perdre. Alors c'est soit un de vos collègues qu'on diminue, soit le salaire du fournisseur qu'on paiera moins. Mais à un moment, quelqu'un perd. On est d'accord? C'est de l'arithmétique de base. Hein. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le PIB baissant, et le PIB, c'est la somme de l'argent, c'est la somme des revenus. Hein. C'est ça le PIB, par définition. Eh bien, si le PIB se met à baisser, ça veut dire que toute personne qui entend avoir plus d'argent pour elle doit faire la preuve de son utilité sociale supérieure, qui justifie que l'argent aille encore plus chez elle qu'avant, et donc pas chez les autres. Alors maintenant, je vais vous le dire de manière très crue pour le nucléaire. Si le nucléaire veut survivre dans ce monde-là, il a intérêt à travailler autrement plus violemment qu'aujourd'hui son acceptabilité sociale. Sinon, vous aurez peut-être un patron dans 20 ans, mais il a toutes les chances d'être chinois en Chine. Il n'y a pas de question? Bon, et ça, c'est pour la zone OCDE, donc vous voyez, c'est pareil. Bon. Alors maintenant, dans la transition, il y a une autre partie de la transition qui concerne le changement climatique. Vous êtes bien placé aussi pour savoir que corrélation ne vaut pas relation de cause à effet, sinon on se dit la seule conclusion qu'on aurait à tirer du changement climatique, c'est ça. Voilà, donc je vais vous montrer quelques petites choses qui malheureusement ne sont pas aussi drôles que ça. La première chose que je vais vous rappeler, c'est que le changement climatique, c'est connu depuis aussi longtemps que le gaz de schiste. Alors le gaz de schiste est connu depuis 1826. À Fredonia, sur la côte Est, la première exploitation commerciale de gaz que les Américains ont eue pour faire de l'éclairage municipal, c'était du gaz de schiste, 1826, à Fredonia. L'effet de serre est connu depuis 1824, grâce à M. Fourier, qui a, entre autres choses, donné son nom à une université grenobloise, je crois. Puis il a fait quelques petits trucs annexes, notamment de dire qu'il y avait un effet de serre dans l'atmosphère. En 1838, M. Pouillet, puis en 1860, je ne sais plus quoi, M. Tyndall, disent « les gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau et le gaz carbonique ». Pardon, le dioxyde de carbone, excusez-moi. Maintenant, on n'a plus le droit de dire gaz carbonique. Donc c'est ça, les deux principaux gaz à effet de serre, on le sait depuis un siècle et demi. Fin du 19e siècle, un chimiste suédois, dont vous connaissez probablement le nom aussi, qui à l'époque n'a pas Jean-Pierre Foucault et sans mère de ferme, ou peut-être que sa femme lui faisait la gueule ce soir-là, j'en sais rien, se dit tiens, je vais passer le temps et faire un petit calcul. Et M. Arrhenius calcule que si on double la quantité de CO2 dans l'atmosphère, la température au sol augmente en moyenne de 4 degrés. Et M. Arrhenius, preuve qu'il avait bien compris le mécanisme à l'œuvre, dit si cet effet de serre additionnel arrive sur Terre, ça augmentera plus vite les températures au pôle qu'aux tropiques, ce qui est très exactement en train de se passer en ce moment, plus vite l'hiver que l'été aux moyennes latitudes et plus vite la nuit que le jour. Tout ça est une conséquence de sigma T4. Hein. Si vous appliquez un même forçage radiatif à quelque chose qui part d'une température plus basse, donc un même surplus de puissance, eh bien l'élévation de température que vous récupérez est plus importante. Hein. Donc Arrhenius avait compris ça.
Et enfin, c'est aussi pour rappeler que les modèles, ça date pas d'hier, ça a maintenant quasiment 60 ans. Je ne sais plus comment ça s'appelle les noces à 60 ans, là, les noces de diamant, non, je ne sais pas quoi, enfin bon, bref, de platine, enfin un truc précieux. Donc ça fait longtemps, j'y arriverai pas, que les physiciens et les informaticiens essayent de faire des choses ensemble. Alors je ne vais pas vous bassiner avec l'effet de serre en long, en large et en travers, je vais vous donner juste un petit graphique pour vous faire comprendre qu'on est vraiment en train de jouer avec le feu, et après je vais vous montrer quelques autres petits trucs qui vous montreront par exemple que les Syriens et peut-être Boko Haram et les réfugiés qui traversent la Méditerranée en ce moment, c'est déjà des conséquences de cette affaire. Donc c'est pas la peine d'aller chercher 2100, ça commence là, maintenant. Vous avez ici une représentation schématique des écosystèmes installés en Europe si on leur fiche la paix. Donc si on ne supprime pas les écosystèmes installés pour faire des bâtiments de génie nucléaire ou Notre-Dame ou des routes ou des ponts ou des écoles ou la place municipale d'Orsay, eh bien voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à des forêts. Ça veut dire qu'à peu près partout, vous avez un climat raisonnablement sympathique où il pleut, hein, c'est suffisamment humide pour qu'il pousse des grosses choses qui s'appellent des arbres. Si vous allez suffisamment à l'est, c'est trop sec, donc il ne pousse pas d'arbres. Et si vous allez au nord, c'est trop froid, donc trop sec pour qu'il pousse des arbres. Voici l'Europe il y a 20 000 ans. Alors l'Europe il y a 20 000 ans est au cœur de la dernière ère glaciaire, vous savez, avec nos ancêtres qui pourchassent les mammouths à poil laineux. La physionomie européenne est un poil différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc d'abord, j'ai une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui rêvent d'aller faire du nucléaire en Suède et en Finlande. Il n'y a pas de Suède et il n'y a pas de Finlande. Il faudra que vous trouviez d'autres destinations à cette époque-là. Vous voyez également que l'Écosse est sous la glace, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour le 15 au rugby. Et vous voyez, très bonne nouvelle pour les actionnaires d'Eurotunnel qui n'ont pas eu à perdre leur pognon dans Eurotunnel, parce qu'il n'y a pas besoin d'Eurotunnel, il n'y a pas de Manche. Hein, le trait de côte passe à l'extérieur de la Grande-Bretagne. Donc il n'y a pas de sujet de Brexit non plus, puisque enfin la Bretagne et la Grande-Bretagne sont une et une seule. Alors, ce monde-là, donc, est un peu différent. Il y a 3 km de glace, donc il y a une calotte de l'épaisseur de l'Antarctique, posée sur la Scandinavie et le nord de l'Allemagne. Soit dit en passant, ça empêcherait les Allemands de faire les andouilles avec leur charbon, c'est pas une mauvaise chose. Cette calotte de glace contient de l'eau, à l'évidence. Cette eau, il a bien fallu la prendre quelque part. Donc on ne l'a pas prise dans l'atmosphère, il n'y a pas assez d'eau pour ça, on l'a prise dans l'océan. L'océan est une baignoire dont le fond n'a pas changé, donc le niveau de l'océan a considérablement baissé, il a baissé de 120 mètres. Donc là aussi, je parlais de mes 55 nœuds de vent tout à l'heure, ceux d'entre vous qui aiment aller faire du bateau sur la Manche, pas de Manche. Voilà. Vous pouvez faire un jogging sur la Manche, mais pas de bateau. Il y a sa grande sœur là, qui est posée sur le Canada, le Laurentide, pareil, énorme calotte. Tout ça a fait baisser le niveau de l'océan de 120 mètres. Il fait beaucoup plus froid, donc beaucoup plus sec pour qu'il ne pleut pas, et donc les écosystèmes installés ressemblent peu ou prou à ce que vous trouvez aujourd'hui au nord de la Sibérie. Et dans ce genre de monde charmant, eh bien, la capacité de charge de la France, c'est 100 000 bonshommes. Voilà. La population, un peu moins que la population de Boulogne-Billancourt, c'est ça la population française à l'époque. La différence de température moyenne entre ces deux mondes-là, la différence de température moyenne planétaire entre ces deux mondes-là, c'est 5 degrés. Donc quand le monde est passé de l'état de gauche à l'état de droite, à raison de 0,1 degré par siècle sur 50 siècles, voilà la transformation que vous avez eue. Alors aujourd'hui, si on reprend 5 degrés, il n'y a pas assez de glace à faire fondre pour qu'on reprenne 120 mètres. Même si tout l'Antarctique fondait, on se contenterait de la moitié, c'est déjà pas mal. Par contre, ce que vous comprenez bien, c'est que ce genre de transition déplace les zones favorables de telle manière que pour une humanité sédentaire de 7 milliards de bonshommes, qui au surplus va avoir à gérer cette transition à un moment où l'énergie deviendra de moins en moins abondante pour une partie d'entre eux, c'est une telle déstabilisation que ça sera la guerre partout. Ça sera la guerre partout. Alors ça sera la guerre entre pays s'il en reste, ça sera des guerres civiles au sein des populations parce que ça sera le chaos, ça va être la guerre partout. Donc quand on parle du changement climatique, on n'est pas en train de parler d'une coquetterie et d'un nice to have qu'on ferait voilà, à côté quand on a terminé le truc sérieux qu'on avait à faire dans la journée. Non. Mon sentiment, c'est que si on ne prend pas ce problème à bras le corps, c'est le problème qui va se charger de nous. Enfin, ou plus exactement, il va contribuer à quelque chose qui va se charger de nous.
Je ne crois pas une seule seconde, du reste c'est un des chapitres dans mon dernier bouquin dont vous avez bien compris en écoutant Yves qu'il fallait tous l'acheter. Le titre c'est « Dormez tranquille jusqu'en 2100 » et évidemment c'est une blague. Nous n'allons pas dormir tranquille jusqu'en 2100 avec le changement climatique. Alors j'ai utilisé ça pour rappeler le fait que dans les simulations climatiques on les pousse toujours jusqu'en 2100 et du coup ça pousse le message subliminal que rien ne peut venir perturber l'humanité jusqu'en 2100 puisqu'on émet de plus en plus jusqu'en 2100. Une fois que je vous ai dit qu'on émet de plus en plus jusqu'en 2100, je vous ai dit implicitement, il ne nous arrive rien de grave. Sinon, on arrêterait d'émettre. Donc en gros, je vous ai dit en même temps tout et son contraire. Je vous ai dit attention, c'est grave, mais on va quand même se porter de mieux en mieux économiquement jusqu'en 2100. Donc si on se porte de mieux en mieux économiquement jusqu'en 2100, pourquoi voulez-vous qu'on s'emmerde avec le changement climatique? Pas de raison. Hein. Donc en fait, non, c'est pas ça qui va se passer. Donc là, je suis juste en train de vous dire que 5 degrés, c'est massif. Et au surplus, en un siècle, c'est quelque chose qui va être une déstabilisation massive et une partie a déjà commencé. Alors ce qu'on va avoir comme conséquence, c'est un affaiblissement des rendements agricoles. Ça a directement déclenché la guerre civile en Syrie et c'est directement à l'origine du printemps arabe. Vous allez avoir une atteinte aux écosystèmes. Alors pour le moment, on peut encore faire disparaître quelques lamantins et ours polaires. Ça gêne pas trop l'humanité autrement que sentimentalement. Mais enfin, il y a un moment où l'atteinte aux écosystèmes nous gênera nous. Hein. Parce que si je supprime tous les écosystèmes demain matin, donc ça c'est la bande supérieure, on meurt tous. D'accord? S'il n'y a plus aucun service écosystémique sur Terre, on meurt. Bon. Donc, si plus rien ne pousse, par exemple, on meurt tous. Hein? Donc, il y a quelque part, entre 0 et plus l'infini, un seuil qu'il vaut mieux éviter de franchir, y compris sur l'atteinte aux écosystèmes. On va augmenter la biodiversité bactérienne parce qu'on chauffe le bouillon de culture. Je suis infoutu de vous dire ce que ça produira comme résultat. On va augmenter les vagues de chaleur, ça c'est sûr. Les sécheresses associées. Le niveau de l'eau va monter parce que l'eau se dilate quand elle est plus chaude. Et quand vous faites fondre une partie des calottes et des glaces installées dans les glaciers, eh bien ça se transfère dans l'océan, ça fait monter le niveau de l'océan. Une partie du CO2 mis dans l'air est repris dans l'eau et ça acidifie l'eau, avec un effet sur la biodiversité marine mal évalué puisque c'est une première. Nous allons modifier la circulation à large échelle que nous avons sur le globe et qui transporte une large partie de la chaleur entre les tropiques et les zones des moyennes latitudes. Tous les phénomènes extrêmes, qui sont des phénomènes de restitution rapide de l'énergie de la basse atmosphère à la haute atmosphère, hein, et qui sont basés sur des mouvements convectifs, vont s'amplifier parce que le réchauffement climatique réchauffe la basse atmosphère, mais symétriquement refroidit la haute atmosphère, puisque c'est de la chaleur, c'est du rayonnement infrarouge terrestre que vous interceptez plus près du sol. Hein. Du coup, vous augmentez la différence de température entre bas de la troposphère et stratosphère, donc vous allez augmenter la puissance des mouvements convectifs au sens large. Donc c'est très tentant de se dire que tout ce qui est tornade, orage, phénomène Cévenol, etc., tout ça va s'intensifier. Nous avons commencé la fonte du Groenland, nous avons mis en route la fonte du Groenland, les hommes peuvent se targuer d'avoir fait ça, et ça va continuer. Au moins la moitié va fondre, peut-être la totalité, dans les siècles qui viennent, donc entre 3 et 6 mètres d'eau de plus dans l'océan sont déjà certains. Ça veut dire que l'île Longue, à un moment, il faudra la surélever, à un moment où il n'y aura plus l'énergie pour faire ça commodément. Bah oui. Vous avez également des stocks de carbone qui sont aujourd'hui fixés dans les sols depuis très longtemps, qui vont être remis en circulation par le réchauffement de la surface qui va avoir lieu. Et tout ça va produire des conséquences sur les hommes qui sont essentiellement résumées par la dernière phrase que je viens d'afficher, qui est qu'on va avoir des surprises. Alors vous savez que le dictionnaire est bien fait, hein. Surprise, c'est un truc que vous n'avez pas vu venir à l'avance et donc vous n'êtes pas organisé pour. Par exemple, la crise syrienne, c'est une surprise. Et vous pouvez constater qu'on n'est pas organisé pour et qu'on ne trouve pas ça drôle. Le printemps arabe, c'est une surprise. Et vous pouvez constater qu'on n'est pas organisé pour et qu'on ne trouve pas ça drôle. Et des surprises comme ça, on va en avoir en quantité croissante. Alors les surprises ont deux caractéristiques. Un, comme vous n'êtes pas organisé pour, ça crée des problèmes. Et deux, comme vous ne l'avez pas vu venir à l'avance, vous n'arriverez même pas à convaincre l'essentiel des électeurs en démocratie que c'est de là que ça vient. Donc vous continuerez à avoir un malentendu profond sur l'attribution des causes, donc vous continuerez à chercher la solution là où elle n'est pas, et donc vous ne traiterez pas le problème. Le fait de se tromper de problème est évidemment une condition suffisante pour se tromper de solution, auquel cas vous vous tromperez 2 fois, vous ne réglerez pas votre problème et vous aurez gaspillé votre argent sur un problème qui n'en était pas un. C'est très exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment en tentant de remplacer le nucléaire par des éoliennes. On est en train de perdre 2 fois. On est en train de voir le problème là où il n'est pas, et par ailleurs, on est en train de gaspiller notre argent qui ne sera plus disponible pour traiter les vrais problèmes.
Alors si on ne veut pas du changement climatique, vous avez tous entendu parler de l'accord de Paris. Oui, vous avez tous entendu les fameux 2 degrés de l'accord de Paris. Alors je vais vous traduire physiquement ce que veut dire 2 degrés. Vous avez ici une courbe qui vous met en abscisse les émissions cumulées de l'humanité entre 1850 et 2100. Donc c'est combien de gaz à effet de serre on crache dans l'atmosphère en cumulé entre 1850 et 2100. Et l'ordonnée ici vous donne la réponse du système climatique en 2100 par rapport à 1850. Alors, application numérique. À fin 2015, j'ai émis 2000 milliards de tonnes de gaz à effet de serre depuis 1850. Enfin, je n'ai pas moi tout seul, avec le concours de mes 7 milliards de petits copains. Et du coup, je sais que nous avons déjà signé pour 1,2 ou 1,3. Alors, en fait, c'est n'importe quoi entre 0,8 et 1,5, 1,6. Mais disons 1,2, 1,3 degrés en plus entre 1850 et 2100. Petit codicile en passant, tous ceux qui ont entendu dire qu'au moment de l'accord de Paris, on était d'accord pour 2 degrés, puis qu'on se reverrait dans 5 ans pour savoir si on ne se mettait pas d'accord sur 1,5 degré, vous pouvez oublier le 1,5 degré. Il est déjà dans le tuyau. Si j'arrêtais les émissions demain matin, on a déjà les 1,5 degré. D'accord? Donc c'est très bien de faire des COP, ça entretient le feu sacré. Par contre, ce 1,5 degré, il est déjà perdu. Donc on peut se réunir pour en discuter, demander au GIEC un rapport pour savoir à quelles conditions il est atteignable. La réponse tient en un mot, c'est foutu. Pour les 1,5 degré, c'est terminé. D'accord? Il fallait s'y prendre avant. J'ai oublié de dire que le changement climatique étant causé par des gaz dont la persistance atmosphérique se compte en siècles ou en millénaires, il n'y a pas de bouton reset. D'accord? Donc la notion même de remise en état du système n'existe pas. D'accord? C'est bon? Il n'y a pas de notion de remise en état du système. Donc c'est pas comme à Warcraft, vous avez perdu la partie, c'est pas grave, vous appuyez sur le bouton reset et vous recommencez. Non, là ça marche pas. D'accord? Là, si on perd la partie au sens de il y a des conséquences qu'on trouve désagréables, ça y est, il faut vivre avec. Hein? On ne peut pas les évacuer. L'accord de Paris vous dit je veux 2 degrés. Et donc, l'accord de Paris vous dit pas plus de 3 000 milliards de tonnes en cumulé, dont 2 000 ont déjà été émises. Donc ça veut dire que dans le temps qui nous sépare de 2100, l'humanité n'a plus le droit qu'à la moitié des émissions que moi et mes parents et mes grands-parents, on a eu à une époque où les hommes étaient globalement 2 à 3 fois moins nombreux. Voilà ce que veut dire l'accord de Paris. Ceinture. Et vous allez me dire, ah mais on ne veut pas de la ceinture, et à ce moment, la première partie de l'exposé vous dira que vous l'aurez de toute façon, enfin vous, nous, mais d'une autre manière. Donc on va commencer à vivre la deuxième partie du pacte faustien, où le diable commence à pointer le bout de sa queue fourchue en disant, allez maintenant tu vas passer à la casserole. Hein? Et c'est dans ce contexte-là qu'il va falloir qu'on trouve des projets d'espoir, parce que par ailleurs je suis optimiste, mais il va falloir qu'on trouve des projets d'espoir. La seule chose que vous devez retirer de cette conférence, c'est que ces projets d'espoir ne peuvent en rien ressembler à quelque chose qu'on fait aujourd'hui, très légèrement amendé à la marge. Voilà, ça c'est la seule conclusion solide que vous pouvez en retirer. Et en particulier, il va falloir considérablement renverser l'échelle des risques qu'on a en tête jusqu'à maintenant. Alors ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour vous, j'y viendrai juste après. Si on veut diviser les émissions par 3, il y a 2 solutions. Ou bien je prends chaque morceau des émissions et je divise par 3, ou bien il y a des morceaux des émissions dont je me dis je vais essayer de m'en débarrasser totalement, parce que ça, c'est simple. 20%, alors pardon, je vous ai parlé de diviser par 3, excusez-moi. Si j'ai encore droit à la moitié des émissions passées jusqu'en 2100, vous avez donc une intégrale qui est prescrite, vous tirez la courbe des émissions, c'est très simple, les émissions doivent être nulles en 2080. Les émissions planétaires doivent être nulles en 2080. Elles doivent être divisées par 3 aujourd'hui, en 2050 par rapport à aujourd'hui. Donc je prends les plus jeunes dans cette salle. S'il y a qui que ce soit dans cette salle qui a 20 ans et quelques, eh bien il a avec moi la différence d'âge qui sépare 2016 de 2050. C'est très simple. Vous voyez, je suis encore à peu près vivant. J'espère que vous le serez aussi. Eh bien, d'ici là, il faut que l'humanité ait divisé ses émissions par 3 si on veut tenir les 2 degrés. Donc on n'est pas en train de parler d'une plaisanterie. C'est génial que ce chiffre ait été cranté, et comme je le disais avec je ne sais pas qui d'autre, ça c'est le bon côté du fait que les politiques ne comprennent pas ce qu'ils signent. Là ça a été, non mais là c'est fabuleux. S'ils avaient compris, ils ne l'auraient jamais signé. Donc là, tant mieux qu'ils n'aient rien compris. Là, tant mieux, vraiment. Mais c'est ça que ça dit. Hein. Alors, divisé par 3 d'ici 2050. De quoi sont faites les émissions mondiales? 20% des émissions mondiales, 20% des émissions mondiales sont le fait de votre concurrent direct qui s'appelle les centrales à charbon. Donc là, vous me voyez venir. Il faut ferrailler la totalité des 1800 gigawatts de centrales à charbon existantes dans le monde d'ici à 2050. La totalité. Et vous verrez un peu plus tard que ce n'est pas avec des éoliennes et des panneaux solaires qu'on va y arriver. Dit autrement, ceux qui ne veulent pas du nucléaire aujourd'hui veulent du changement climatique.
ils veulent des conflits, ils veulent de la perte de biodiversité, ils veulent de l'acidification de l'océan et ils veulent des famines. Et ils veulent des dictatures. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. D'accord ? 7% sont le fait de centrales à gaz et à fioul. C'est pareil, ça serait bien d'en virer une partie. 5% sont le fait des cimenteries. Je vous signale qu'aujourd'hui, la technique constructive standard, c'est ciment-acier. On ne construira pas autant de mètres carrés demain qu'aujourd'hui si on veut tenir les 2 degrés. Donc il faut trouver un moyen que les gens arrêtent de divorcer. Je vous signale que c'est la première cause de la crise du logement en France. L'autre jour, je discutais avec un maire, il me dit toutes les demandes de logement social que j'ai, absolument toutes, c'est des divorcés. Bah oui, quand vous divorcez, il faut 2 fois plus de logements. Donc il faut construire 2 fois plus. Donc c'est pas une blague. Le divorce amène la crise du logement et je vous le fais à l'envers. Dans un monde où on ne peut plus construire autant qu'aujourd'hui, ça sera plus compliqué de divorcer. Donc choisissez bien. Ou démerdez-vous pour ne pas vous faire pincer si vous choisissez mal. 12% des émissions sont le fait du reste de l'industrie dans lequel l'acier fait 6% ou 5% en gros, donc je le redis, ciment-acier, 10% des émissions mondiales. Hein, la moitié des centrales à charbon. C'est pas des pécadilles, hein, pas des pécadilles. 6%, c'est le fait des chaudières de bâtiments en direct. Donc si ce bâtiment est chauffé au gaz ou au fioul, par exemple, ça tombe dans ces 6%. Par contre, l'électricité que consomme ce bâtiment, alors pas en France puisqu'elle est bonne, mais qu'elle consommerait en Allemagne, en Pologne ou en Angleterre, eh bien l'électricité qu'elle consomme, à ce moment, les émissions des centrales électriques sont dans la partie du haut, là. Hein. C'est pas là, c'est pas dans les bâtiments. Hein. Les transports, c'est un gros morceau, mais c'est plus petit que les centrales à charbon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. De toute façon, on est en train de s'en occuper contre nous en ce moment avec la décrue pétrolière en France. Mais ça ne représente que, entre guillemets, 16% des émissions dans le monde. 6% pour les voitures, 4% pour les camions, et en gros, 2 et 2 pour les bateaux et les avions. Alors, retenez par exemple des choses intéressantes. Les cimenteries dans le monde, c'est autant d'émissions que le parc mondial de camions. Les aciéries dans le monde, c'est autant d'émissions que le parc mondial de voitures. Donc si on veut s'occuper sérieusement des transports, ce qu'il faut faire, il faut tout autant s'occuper sérieusement des aciéries et des cimenteries. Donc quand M. Hollande dit « l'accord de Paris, c'est vachement important, mais je veux sauver Florange », à un moment, il y a un truc qui ne boucle pas. À un moment, il y a un truc qui ne boucle pas. 20% des émissions sont le fait de l'alimentation et retenez qu'en France, les 2/3 des émissions dues à l'alimentation des Français, c'est le cheptel bovin. Émissions de méthane des ruminants, parce que 4 estomacs, ils sont supérieurs à nous, 4 fois supérieurs. Donc ça fermente là-dedans, ça rôte, ça pète, tout ce que vous voulez, et ça fait plein de méthane. Et puis les déjections encore du méthane. Et puis par ailleurs, les ruminants, ils mangent de l'ensilage. Et l'ensilage, il a fallu le produire, donc fabrication d'engrais, diesel des tracteurs, émissions de N2O à la surface des champs quand vous épandez les engrais, tout ça, ça fait encore plein d'émissions. Donc les 2/3 des émissions, c'est le cheptel bovin. Donc si vous voulez vous rendre utile pour le climat planétaire, mangez moins de bœuf ou plus de bœuf du tout. Et moins de fromage. Poulet, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui n'ont pas envie d'être végétariens, hein, je vous précise, moi je ne le suis pas. 8%, c'est la déforestation, qui est un déterminant amont de l'agriculture. Il se passe actuellement dans le monde, sous la pression démographique, exactement ce qui s'est passé en Europe, aux États-Unis, etc. Plus de monde, plus de surface cultivée, et on les prend bien sur quelque part. Donc quand vous n'allez pas les prendre sur la mer, sauf polder, vous les prenez sur la forêt. Hein? Là, c'est pareil, manger moins de bœuf, accroît, manger plus de bœuf, accroît la pression sur la déforestation. Et enfin, 10% est le fait de bricoles diverses, comme la gestion des déchets, la fabrication des gaz fluorés qui vont dans les chaînes de froid, etc. Alors voilà, maintenant, on va jouer. Les émissions actuelles doivent être divisées par 3. Alors est-ce que je dis, par exemple, j'enlève tout ça, les 2/3 de ça, une bonne partie de ça et une bonne partie de ça, et puis quand même, je garde, je sais pas quoi, le reste de ça là. Enfin, comment je fais? Comment je joue? C'est ça la question aujourd'hui. Comment je joue? C'est la seule question. Alors, dans les 20% de centrales à charbon, je le redis, il faut ferrailler la totalité de ces centrales d'ici à 2050 si on veut tenir les 2 degrés. Donc, c'est une autre manière de dire que faire du nucléaire à côté du charbon, moi, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous complètement de faire du nucléaire à côté du charbon. Moi, ce que je veux, c'est faire du nucléaire à la place du charbon. C'est pas pareil. Parce que faire du nucléaire en plus du charbon, vous n'avez pas besoin d'emmerder les gens qui ont des centrales à charbon. Si vous voulez faire du nucléaire à la place du charbon,
vous avez intérêt à être persuasif sur le fait qu'eux, ils y trouveront leur intérêt, donc il faut aller expliquer aux mineurs polonais ce qu'ils deviennent. Donc tous les gens dans cette salle qui entendent vendre des centrales nucléaires à la Pologne, votre seul sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait des mineurs polonais? C'est votre seul sujet. Expliquer que le Bigougnov et le Tribiboui vont bien se bigorner ensemble et que le boulon de 12 est collé là, on s'en fout, c'est un problème secondaire, ça. Le premier problème, c'est qu'est-ce que je fais des mineurs polonais? Je vais avancer un peu parce que l'heure tourne. Alors, je vais finir dans le temps qui me reste avec, je vais vous passer la règle de 3 et je vais finir avec un peu de confrontation physique et perception de l'opinion. Manifestement, tous les gens dans cette salle doivent savoir une chose, c'est que casser un noyau d'uranium en deux, c'est pas équivalent à oxyder un atome de carbone. On est d'accord ? Donc une réaction nucléaire ne fait pas de CO2 per se, hein, en tant que telle. Bon. Il peut y avoir un peu de CO2 dans le nucléaire parce qu'il faut construire la centrale, donc ça coule plein de béton. Du reste, ce cochon de De Rivaz a expliqué qu'on allait monter une cimenterie rien que pour Hinkley Point. Donc c'est bien que ça fait un peu de CO2, mais enfin, dilué dans la production future, ça n'en fait pas beaucoup par kilowattheure. Donc il faut quelques dumpers et quelques engins dans les mines, etc. Mais bon, ramener au kilowattheure, c'est quand même pas grand-chose. Alors vous voyez que les émissions de CO2 par kilowattheure que vous avez pour les formes dites décarbonées, ici, sont évidemment beaucoup plus basses que les émissions par kilowattheure que vous avez pour les formes dites carbonées que vous avez ici. CCS, c'est Carbon Capture and Storage, c'est des centrales à charbon sur lesquelles vous avez capturé le CO2 en sortie de cheminée, mais c'est pas efficace à 100%, donc vous avez quand même des émissions en plus. Ceci va avec cela. Vous avez ici les émissions de CO2 par personne pour un certain nombre de pays dans le monde, et vous voyez la place de la France. Alors vous voyez la place de la France. Regardez où sont les gens qui roulent à vélo dans Amsterdam. On s'en fout du vélo dans Amsterdam. C'est vachement bien pour les habitants du centre-ville d'Amsterdam. Ça n'a strictement aucun impact sur les émissions de CO2 par personne aux Pays-Bas, où ils ont une grosse industrie pétrolière et gazière, et où ils ont plein d'industries chimiques, où dans le Grand Amsterdam, non pas dans le centre, les gens roulent tous en bagnole, etc., etc. Donc regardez les chiffres avant de regarder la presse. Regardez les chiffres avant de regarder la presse. En termes de climat, les Hollandais sont les plus gros cochons de l'Europe. Voilà. Après, il y a d'autres petits cochons, quand vous regardez derrière. Hein, vous voyez les Tchèques, les Allemands. Les Allemands sont gentiment cochons. Hein, ils sont à 10 tonnes de CO2 par personne et par an, alors qu'ils viennent nous faire la leçon sur l'énergie 22 à nous qui sommes à moins de 6. Moi, je dis non. Pour reprendre l'expression de la guerre des boutons, on est des couilles molles quand on se laisse dire ça. Et quand M. Hollande dit les Allemands, ce qu'ils font, c'est vachement bien, on va faire la même chose, c'est une couille molle. C'est un mec qui n'a rien compris. Et là où vous allez moins rire, c'est que quand les gens du nucléaire le laissent faire ça, moi je dis, vous êtes en train d'être complice d'un nucléaire honteux. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'être complice d'un nucléaire honteux. Et il y a des manières, certaines plus intelligentes que d'autres, de faire en sorte qu'on ne se tire pas des balles dans le pied. Hein, il y a des fois où c'est compliqué d'y aller en direct. À ce moment, il faut faire comme les autres, il faut y aller en indirect. Parce que y aller en indirect quand la raison de fond est bonne, ou plus exactement ne pas le faire quand la raison de fond est bonne, c'est une erreur. C'est une erreur. Hein ? Alors ça, c'est la réalité. Voilà maintenant ce que les gens pensent. Voilà un sondage de l'ADEME où on demande aux gens qu'est-ce qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Et alors là, vous voyez, on leur a posé la question pour les centrales nucléaires et les centrales à charbon. Et je vous le cercle. Alors vous, ça vous fait marrer, moi ça me fait pas marrer du tout, parce qu'ils votent tous. Et donc le programme que vous aurez derrière, c'est pas ce que vous avez dans votre cervelle, c'est ce qu'il y aura là. Donc la transition énergétique est bonne pour le climat. C'est QFD. Si vous voulez qu'il en soit autrement, pardon d'employer encore une expression triviale, mais que j'ai apprise chez les militaires, donc on me pardonnera, sortez-vous les doigts du cul. Non mais il n'y a pas d'autre expression. Il n'y a pas d'autre expression. Faites ce qu'il faut pour que ça ne soit pas le cas. Faites-le. Personne ne va le faire à votre place. Hein. Je veux vous dire, personne ne va le faire à votre place. Absolument personne. Voilà autre chose d'intéressant à avoir. Là, c'est une enquête sur la perception des risques. Donc vous voyez, on demande aux Français qu'est-ce que vous pensez que ces divers items, les accidents de la route, le tabagisme, etc., représentent comme risque. Donc en bleu foncé, c'est des risques élevés, puis etc., vous savez lire comme moi. Donc ça, c'est ce que les gens pensent. Et vous voyez que dans l'échelle des risques, vous voyez arriver les déchets radioactifs, assez bien placés. Alors on n'a pas de médaille, hein, on n'est pas sur les 3 premières places du podium, mais c'est pas très loin derrière. Bon. Et alors maintenant, voilà ce que vous disent les chiffres.
eh bien les déchets nucléaires font plus peur aux Français que l'obésité qui fait 50 000 morts par an. Si on a envie qu'ils pensent autre chose, il faut s'y coller. Il ne faut pas juste attendre que ça change tout seul. Si vous attendez que ça change tout seul, j'en reviens à ce que je disais, il y aura des programmes électoraux déconnants, et à ce moment, s'il y a un nucléaire plus tard, il sera chinois en Chine, éventuellement chinois en France, français en France, je ne suis pas sûr. Les Français en Grande-Bretagne, je ne suis pas sûr non plus. Vous voyez que les gens ont plus peur des centrales nucléaires que de chez eux. Or, je vous rappelle que chez vous est un endroit très dangereux. 10 000 personnes en meurent tous les ans. Donc, si vous êtes contre les centrales nucléaires, il faut avant être contre les bâtiments qui ne sont pas de plein pied. D'accord ? Il faut être contre les bâtiments qui ne sont pas de plein pied. Et il faut aussi être contre l'électricité dans les logements. Ça fait beaucoup plus de morts par an que les centrales nucléaires. Donc, je le redis, il y a des faits et il y a la perception que les gens ont. Alors, le manque de chance, il y a des gens qui sont plus ou moins bien placés pour ça. Ici, vous avez un document que vous connaissez peut-être. Alors, je suis désolé, c'est un exemple. C'est la preuve par l'absurde de ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, l'IRSN fait un graphique sur la crédibilité des acteurs. Ils se disent, ben, peut-être qu'il y a des abrutis de conférenciers qui vont utiliser ce genre de graphique pour faire leurs conférences. Donc, peut-être qu'on pourrait écrire gros, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas bien voir dans la salle. Mais attendez, c'est caricatural. C'est caricatural. D'accord ? Je ne sais pas qui est leur responsable com, mais c'est caricatural. Bon. Alors, quand même, vous arrivez peut-être à lire. Donc, dans les gens qui sont pas crédibles, pardon, dans les gens qui sont crédibles, il y a les gens de la recherche. Donc, par exemple, si je prends le nucléaire, je pense, je n'ai pas fait le sondage, mais je pense que le CEA est plus crédible qu'EDF. Je pense. Hein. Le CNRS l'est encore plus, et le CNRS fait du nucléaire. Donc peut-être qu'il faut arrêter le village gaulois, là aussi pour mettre les pieds dans le plat. Et si le CNRS est plus crédible que vous pour défendre le nucléaire, eh ben filez-lui la patate chaude. Non mais vous avez parti lié. Hein. L'UNSCEAR serait très crédible. Qui dans cette salle connaît l'UNSCEAR? Qui ne connaît pas l'UNSCEAR, plus exactement, dans cette salle? Eh bien, on ne devrait pas vous donner votre diplôme. Non, on ne devrait pas. On ne devrait pas. Je vous montrerai après ce que c'est que l'UNSCEAR. Je vous assure, on ne devrait pas. Là, il y a un mec farfelu qui moi, me fait rigoler, qui s'appelle Bruno Combi, il est un peu saoulant de temps en temps, mais les écologistes pour le nucléaire. Bon, voilà, et enfin bref, tout ça pour dire que les acteurs industriels, c'est cacaberc. Donc, quand je dis il faut que quelqu'un fasse la pédagogie, c'est pas sûr que la pédagogie, vous deviez demander à EDF ou à Areva de la faire. Par contre, je suis intimement persuadé que si j'étais à la place d'EDF et si j'étais à la place de M. Lévy, je serais prêt à payer assez cher d'autres personnes pour le faire. Parce que je finis là-dessus. Le PIB européen se contracte. Donc la consommation électrique européenne va se contracter. Tant que vous êtes en compétition avec de la surcapacité préfinancée dans les renouvelables, vous êtes sûr qu'il y aura des morts quelque part. Le seul critère qui peut faire que les morts, c'est pas vous et c'est les centrales à charbon, c'est le carbone. Le seul. Donc la seule chose qui peut faire qu'on ait envie socialement, donc tous les gens qui votent là dont j'ai parlé avant, de préserver les centrales nucléaires plutôt que de préserver les centrales à charbon dans un monde où, j'insiste, il n'y aura pas de place pour tout le monde, c'est de faire en sorte que l'échelle des risques dans la tête des gens soit crantée dans le bon ordre. C'est la seule manière d'y arriver. Donc, je le répète, moi, si j'étais à votre place, je serais prêt à payer assez cher, enfin assez cher, quelques millions, pour qu'il y ait des gens qui s'occupent de remettre l'échelle des risques dans le bon ordre. Je pense que ce n'est pas une coquetterie, je pense que c'est un facteur de survie à 10 ou 20 ans. Je vais vous montrer maintenant, je vais vous démonter un peu le rapport ADEME. Vous avez peut-être entendu parler du rapport ADEME là, sur le 100% ENR, même pas mal, toute l'électricité renouvelable, et voilà. Alors je vais vous faire une règle de 3. Yves a dit que j'étais doué pour ça. En fait, Yves, je te rassure, à l'âge que j'ai, je ne suis plus doué que pour ça. Je ne sais plus faire une équation différentielle, il y a longtemps que j'ai oublié. J'ai un peu de mal avec les dérivées partielles. Par contre, la règle de 3, j'y arrive encore. Donc je vais vous faire une règle de 3. Je vais imaginer qu'on ait un système qui est effectivement devenu 100% ENR. Et je vais le prendre 100% éolien. D'accord ? Et je vais juste vous faire la liste des investissements qu'il aura fallu qu'on fasse pour être dans cet état d'arrivée. D'accord ? Donc je me fous de savoir dans quel ordre on les a fait. Tout ce que je vais vous faire, c'est vous empiler les investissements qui sont nécessaires pour qu'on y arrive. D'accord ? Parce que le système, tel que je le décris à l'arrivée, a besoin d'un certain nombre de composants, exactement comme si je décris un bateau. Je dis, je ne sais pas dans quel ordre vous l'avez construit, mais à l'arrivée, vous aurez mis de l'argent dans la coque, mis de l'argent dans le pont, mis de l'argent dans les superstructures, mis de l'argent dans le moteur et mis de l'argent dans le mess. Voilà, dans le carré des officiers. C'est sûr. Après, dans quel ordre, je m'en fous, c'est pas mon problème. Hein.
Alors on va commencer par, et je vais vous faire une comparaison des investissements. Si j'ai un système 100% nucléaire, enfin on va dire le système français actuel, mon facteur de charge du nucléaire est en ordre de grandeur de 80%, prenez-le à 75, prenez-le à 90, ça ne change pas beaucoup les ordres de grandeur derrière, ça change beaucoup l'équation économique pour EDF, mais pas beaucoup mon calcul. L'éolien se balade quelque part entre 15 et 20% si vous regardez les statistiques de facteurs de charge Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous regardez l'électricité produite par une éolienne et elle est équivalente à 15 à 20% du temps à pleine puissance. Et le reste du temps à zéro. Hein. Les mauvaises années en Allemagne, c'est 15. Les bonnes années en Allemagne, c'est 20. En France, on est plutôt à 21, 22, mais on en a installé moins qu'eux, donc 15, 20. Mettons 20. Dit autrement, quand je passe du nucléaire à l'éolien, je vais avoir besoin de 3 à 4 fois plus de puissance installée, puisqu'à la fin de l'année, j'aurai produit la même quantité d'électricité avec un truc qui a un facteur de charge 3 à 4 fois inférieur. Hein. Ensuite, mon réacteur, il dure 60 ans. L'éolienne dure 20 à 30. Donc je vais devoir rejouer une fois pendant la durée de vie de mon réacteur. Donc je multiplie mes investissements par 2 à 3. Ensuite, mes centrales, si je reconstruis le système à l'identique, je n'ai pas besoin de beaucoup toucher au réseau, il est déjà là. Alors que si j'installe des sources diffuses partout, j'ai des tas de raccordements à faire dans tous les sens, donc à chaque fois, alors ça le BTP évidemment se frotte les mains, il faut creuser des tranchées, poser des câbles, etc. Et quand vous faites une connexion à 1 gigawatt, ça ne vous coûte pas 1000 fois plus cher qu'une connexion à 1 mégawatt. Ça vous coûte peut-être 5 fois plus cher, 10 fois, j'en sais rien. Mais la tranchée est à peu près la même, etc. Quand vous regardez les chiffres allemands, parce qu'à un moment, les Allemands ont eu la naïveté, moi j'ai trouvé ça génial, mais maintenant ils ne les publient plus, mais de publier les chiffres des investissements dans l'environnement électrique en pourcentage des chiffres des investissements dans les dispositifs de production stricto sensu. Et les Allemands disent, quand j'investis 1 euro dans le dispositif de production, je mets 0,8 dans l'environnement électrique. D'accord ? Alors moi je dis entre 0,5 et 1 fois, bon bref, donc je multiplie par 1,5 à 2 mes investissements. On est d'accord ? Ensuite, si j'ai 100% éolien, je vais devoir stocker. Parce que, je le redis, sauf à ce que vous preniez le train que les jours où il y a du vent, et que vous ayez cours que les jours où il y a du vent, ça serait génial. Hein. Parce que quand il n'y a pas de vent, il fait beau, donc quand il fait beau, vous n'avez pas cours, et quand il ne fait pas beau, vous avez cours. C'est pas un système merveilleux, ça. Donc moi, si j'étais vous à la place, au lieu de foutre le nucléaire par la fenêtre, je serais pour 100% éolien. Bon bref. Donc il va falloir stocker. Si vous stockez une partie, il va falloir le stocker en intersaisonnier. D'accord ? Il y a plus de vent à certaines périodes qu'à certaines autres. Vous pouvez avoir, regardez là par exemple en France, tout l'été, tout l'automne, vous avez très peu de vent. Donc à ce moment, vous avez très peu de production, alors qu'on consomme, même si on en consomme moins que l'hiver, de l'électricité quand même. Le stockage intersaisonnier, vous oubliez les batteries. Hein. Ça vous coûte un bras et une jambe. Un petit calcul d'ordre de grandeur vous montre que pour faire du stockage intersaisonnier sur batterie dans une maison, ça vaut le prix de la maison. Monsieur Musk serait content, moi je doute qu'il y ait ce marché-là. Donc vous avez du stockage intersaisonnier, moi j'ai fait des calculs avec des steppes. Donc je pompe l'eau du Léman et je la mets dans des barrages d'altitude, et comme j'ai pas assez de barrages pour stocker 100% éolien en France, eh bien je multiplie le nombre de barrages en France, je sais plus, par 20, 30, enfin un truc comme ça. Donc j'ai aussi les coûts d'expropriation, mais j'en tiens pas compte là. Hein. Plus les coûts des CRS pour réprimer les manifs, mais j'en tiens pas compte non plus. Rigolez, c'est évident que si on essaye de faire ça, on aura ce genre de truc. C'est absolument évident. Hein. Donc, j'ai mis un petit facteur 2, comme ça. Bon. Par contre, de fait, l'éolien coûte moins cher au kilowatt installé que le nucléaire. Hein. Alors là, j'ai pris un coût de 3 à 5 000 euros. 5 000 euros, c'est quand vous faites un peu les andouilles, mais pas trop. 3 000 euros, c'est la Chine. Aujourd'hui, on est plutôt Flamanville, on sera plutôt à 6. Peu importe, ça ne change pas les ordres de grandeur non plus. Et là, je divise par 2 à 3. x3, x2, x1, x2 divisé par 2 à 3, vous faites le total, vous avez un CAPEX, donc des investissements qui sont multipliés par mégawattheure produit par un facteur 10 à 20. Alors je vous le refais d'une autre manière, là où ça vous coûte 350 milliards d'euros sur 60 ans de refaire le parc nucléaire à neuf, ça vous coûte 3 500 à 7 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 1,5 à 3,5 années de PIB français pour le faire avec 100% éolien plus stockage. Maintenant, je vais faire bookmaker londonien. Qui parie la totalité de son pognon sur le fait qu'on peut? Parce que moi, je prends le pari, hein. Je compte la totalité du mien. Non, il n'y a pas de candidat. Bon. Donc on n'y arrivera pas. Donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Promettre ça, c'est de la démagogie qui se heurte à la physique. Donc ça ne marchera pas. Donc on aura perdu notre argent, et on aura perdu la course contre la montre, et donc on sera rattrapé par la patrouille, et donc on aura un effondrement du système, etc. Vous connaissez la suite de l'histoire. Donc aujourd'hui, essayer de singer les Allemands, c'est pas juste une petite bêtise, c'est une énorme bêtise.
Parce que pendant ce temps-là, on ne prend pas à bras-le-corps le seul vrai problème qu'il faut qu'on prenne, qui est de décarboner l'économie. Le seul. Aujourd'hui, il n'y en a pas d'autres qui soient susceptibles de nous amener la reconstruction de l'Europe sur de bonnes bases, la gestion de notre hinterland méditerranéen et le fait qu'en France, finalement, on fasse du keynésien, c'est-à-dire de passer de la consommation à la reconstruction, parce que le pays n'est pas adapté à une décrue forte en énergie fossile. Ça peut marcher. Dire qu'on va rester comme maintenant en mettant des centaines de milliards dans les ENR, ça ne va rien changer. Juste, on aura perdu notre pognon. Juste ça. Et on aura financé les industriels chinois du panneau solaire qui sont ravis. On leur a donné 100 milliards depuis le début de la transition énergétique en Europe. Ils se frottent les mains. Et pour vous montrer ça par les chiffres, voilà l'évolution de la quantité de CO2 émis par kilowattheure d'énergie, toutes énergies, consommées en Allemagne depuis 1965. Vous voyez l'effet de l'Energiewende 2, c'est pas manifeste. La même quantité d'énergie investie en France, pas au même moment, manifestement, ça produit quelques effets. Donc je le redis, on peut se dire dans un monde idéal 100% ENR pour pas plus cher et pas d'éoliennes dans le fond de mon jardin parce que c'est laid, ça marche, sauf qu'on n'est pas dans le monde idéal et ça ne marchera pas. Il vaut mieux le savoir. Dernier point, je vous ai parlé tout à l'heure de l'UNSCEAR. Alors voilà, vous avez tous entendu parler du GIEC. Oui. Bon. Le GIEC est un enfant pour tous, de 2 parents pour tous, qui sont le programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation météorologique mondiale. Donc 2 agences onusiennes, en 1988, font un enfant et l'appellent le GIEC. Et c'est un organisme qui a la charge de faire une évaluation et une synthèse de la littérature scientifique disponible sur l'influence de l'homme sur le climat. Donc je prends tout ce qui se publie dans la littérature scientifique et j'en fais un résumé en 6000 pages quand même, ça prend un peu de place. Eh bien, le parent pour tous de gauche, marié cette fois pour l'occasion à l'Organisation mondiale de la santé, fait en 1955 un grand frère ou une grande sœur au GIEC qui s'appelle l'UNSCEAR, United Nations, donc c'est les Nations Unies, Scientific Committee, donc c'est de la science, on the effects of atomic radiation. Eh bien, je le redis, un ingénieur du nucléaire qui ne connaît pas ce truc-là ne devrait pas avoir son diplôme. Vous ne devriez pas, parce que vous perdez une énorme justification à l'utilité sociale de ce que vous faites. Une énorme justification à l'utilité sociale de ce que vous faites. Regardez le rapport qui a été rendu par l'UNSCEAR, qui pour moi est aussi crédible que le GIEC, pas plus, pas moins, sur l'accident de Fukushima, dont évidemment vous n'avez pas entendu une ligne dans la presse française. Pas une ligne. En 2013. Je vous laisse lire la phrase en rouge. Je pense qu'elle est autoporteuse. Pas de conséquences sanitaires liées au surplus de radiation. Voilà. Pas de conséquences sanitaires liées au surplus de radiation. Point. Moi, je trouve que ça serait une bonne nouvelle. Si j'étais à la place du journaliste, j'aurais envie de dire, ah ben voilà au moins un motif d'angoisse qu'on n'a pas. Continuons à avoir peur des démagogues, de l'obésité, des accidents de voiture et de perdre tout notre pognon au loto, mais au moins ça, c'est pas la peine d'en avoir peur. Non. Les mêmes sur l'accident de Tchernobyl ont dit ceci, dit autrement, il y a eu à l'évidence une augmentation du cancer de la thyroïde chez des enfants au moment de l'accident, pas chez les adultes. Il y a une suspicion d'augmentation de leucémie et de cataracte. Quand c'est suspicion, ça ne veut pas dire qu'il y en a 1 sur 2. Suspicion chez les gens qui ont travaillé sur le chantier après l'accident. Et pour le reste, c'est dans le bruit de fond. Donc s'il y a eu des conséquences, elles ne sont pas discernables. Par contre, il y a une conséquence discernable à Tchernobyl, c'est que je peux vous dire que l'environnement en a vachement profité, parce que dans la zone interdite, on a évacué le premier facteur de pression sur l'environnement qui s'appelle nous. Et donc, les castors sont revenus, les loups sont revenus, les silures sont revenus, les éperviers sont revenus, et tout ce beau monde se porte très bien. Donc on a fait un parc naturel instantanément. C'est ça qui s'est passé à Tchernobyl. Oui, c'est pas une blague. Qu'est-ce que c'est qu'un parc naturel? C'est un endroit où vous êtes prié de rien faire. C'est pas ça un parc naturel? Ben voilà. Donc on a fait un parc naturel où le surplus de radiation est un non-sujet parce qu'en fait il n'est pas très élevé, alors que l'absence d'hommes est un immense bienfait pour la vie sauvage. Voilà. Je vais terminer avec quelques éléments de conclusion que je vous livre là. Je suis absolument certain, après tout ce que je vous ai dit, qu'il y aura du nucléaire dans 20 ou 30 ans. La seule chose que je ne sais pas, c'est s'il sera français en France, français en Chine, chinois en France ou chinois en Chine. Alors chinois en Chine, je suis à peu près sûr, quoi que devienne l'humanité d'ici là, sauf si on s'atomise complètement ou qu'une grippe éradique jusqu'au dernier homme, mais sinon, je pense qu'il en restera.
Par contre, qu'il en reste dans de bonnes conditions du français en France, ben, ça va dépendre pour partie de vous. Ça va dépendre pour partie de vous, parce que je le redis, en démocratie, la règle du jeu, c'est que le système est remontant, il n'est pas descendant, il est remontant, qu'aujourd'hui, le monde politique, ça fait 20 ans qu'il joue au nucléaire honteux avec la France, et que ce jeu-là, il peut durer qu'un temps. Hein. Taper sur la vache à lait en lui demandant de continuer à cracher ses dividendes, même la meilleure mariée du monde finit un jour par pas trouver ça drôle. Hein. Le nucléaire seul ne sauvera pas le climat. Aujourd'hui, le nucléaire, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est 5% de l'énergie primaire consommée dans le monde. La vitesse de déploiement de ce qu'il faudrait faire pour dézinguer les 1800 gigawatts de charbon, plus créer quelques milliers de réacteurs supplémentaires dans les 35 ans qui viennent pour remplacer toutes les autres sources d'énergie, c'est juste pas possible. Donc ça ne suffira pas. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que si on dit on s'en passe délibérément, on augmente la probabilité d'avoir le problème qui se résout à nos dépens. Et à titre personnel, je préfère 1 milliard de fois habiter à côté d'une centrale et avoir des déchets nucléaires dans le fond de mon jardin, à 200 mètres, mais enfin dans le fond de mon jardin, plutôt que de continuer à jouer l'expérience qui s'appelle des émissions de gaz à effet de serre croissantes et une décrue subie d'approvisionnement fossile en Europe qui nous amènera les populistes et pire. Je préfère de très très loin la première éventualité. De très très loin. Et je le redis, nous sommes en démocratie, 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont le fait de démocratie. Relisez Tocqueville. Alors mettez-le dans vos toilettes, c'est des chapitres de 5 pages, donc c'est parfaitement adapté, 4 pages. Prenez les chapitres un peu longs pour les jours où les dragées Fuca n'ont pas fait effet, les plus courts pour les autres jours. Non mais vraiment, il faut relire Tocqueville, relisez Tocqueville. Si vous vous posez la moindre question sur le fonctionnement du monde politique, lisez ou relisez Tocqueville. Il n'y a pas une virgule à changer, et ça a été écrit en 1840, pas une virgule à changer. Donc la démocratie est un système remontant. Donc tous les gens qui se disent mais que font les politiques, c'est très simple, ils font ce que demandent leurs électeurs. Et pour finir là-dessus, quand M. Sarkozy fait une petite déclaration climato-sceptique, il ne fait rien d'autre que la chasse à l'électeur traditionnelle. Il sait que les électeurs du Front National sont plus climato-sceptiques que les autres, parce que être climato-sceptique, c'est pas douter de la science, c'est ne pas avoir envie de la conséquence logique du changement climatique. C'est ça, être climato-sceptique. Enfin, pour une bonne partie. Donc les électeurs du Front National, qui sont des gens qui sont mal lotis économiquement, se disent « Putain, une contrainte de plus alors que déjà j'ai du mal à joindre les deux bouts, donc j'en ai pas envie, donc ça serait quand même mieux si le changement climatique, ça n'existait pas. Hein » Et tout ça procède d'un vaste complot qui pilote ma vie et sur laquelle je ne suis pas maître. Et bien Sarkozy, il va juste draguer ces gens-là. Voilà, c'est juste aussi bête que ça. Voilà, j'ai été un peu long, mais je crois qu'il reste 15 minutes de pause que vous pouvez transformer en questions si vous voulez. Je suis désolé d'avoir été moins strict dans les horaires que les gens qui m'ont précédé. Merci Monsieur Jancovici pour cette conférence. Donc je vous propose effectivement une phase de questions. Alors la tradition veut que ce soit les étudiants du génie atomique qui commencent par poser une question en espérant qu'ils en ont. Et puis ensuite le reste de l'Assemblée, effectivement, on peut se prendre 10 minutes pour cette phase de questions. Alors, mettons qu'on remplace les centrales à charbon par des centrales nucléaires. Bon, pour décarboner la production d'électricité, on remplacerait une production de CO2 par une production de vapeur d'eau. Et dans vos slides, il était écrit que les deux principaux gaz à effet de serre étaient le CO2 et la vapeur d'eau. Donc, est-ce qu'on résoudrait une petite partie déjà du problème ? En fait, ce que vous dites, c'est qu'on pourrait l'accroître. L'accroître ou remplacer une cause par une autre. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Une centrale ? Laquelle ? Oui, bien, à charbon. Ça fait aussi de la vapeur d'eau. Qu'est-ce que c'est ? Ok, j'ai perdu. Alors ça, c'est la partie amusante de la réponse. La partie sérieuse de la réponse, c'est que la Terre est une énorme machine à évaporer couverte aux 2/3 d'océan. Donc les émissions anthropiques, enfin humaines de vapeur d'eau, sont sans effet sur le changement climatique. Merci.
elles peuvent avoir un effet local pendant que le micro passe ailleurs. Par exemple, la mise en eau du barrage d'Assouan a augmenté l'effet de serre dans cette zone, tellement on a mis d'eau, et ça a un peu modifié le climat local. Et globalement, les émissions anthropiques de vapeur d'eau, c'est un non-sujet. Bonjour monsieur. Vous nous avez fait un bel exercice de communication, notamment en nous incitant à communiquer plus vers la population française. Quels sont les modes que vous nous préconisez pour le futur? Des films, des discours politiques? Aller plus vers le politique ou plus vers le peuple? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Je me suis fait un peu connaître de la presse en faisant un exercice que je vous recommande à tous qui s'appelle écrire aux journalistes. Je leur ai jamais dit je veux être interviewé, juste quand je voyais une bêtise dans un article, je leur envoyais un mot en leur disant vous savez, là vous avez écrit telle chose, je pense que c'est pas vrai, regardez, telle source vous dit que c'est pas vrai, tel chiffre, etc. Bon. À force ça peut finir par produire des résultats parce que le journaliste standard, en général, il se fait incendier parce qu'il a mal écrit le nom des habitants de Port-au-Prince. Je ne sais pas comment on dit les habitants de Port-au-Prince, des Port-au-Princiens, je ne sais pas quoi. Bon, bref. Donc, quand ils se plantent sur ce genre de trucs, là, ils reçoivent... sinon, c'est très rare qu'ils reçoivent des trucs un peu argumentés. Alors, faites ça parce que la presse est un prescripteur très fort sur l'opinion. La deuxième chose, c'est qu'il faut trouver au sein de cette population des gens qui sont... Alors, faites ça. Entraînez-vous à petite échelle et après peut-être qu'un jour vous vous entraînerez à plus grande échelle. Donc il faut des gens qui soient disponibles pour aller sur des plateaux de télé. Moi je trouve ça intéressant que quand par exemple vous faites un téléphone sonne sur France Inter sur le nucléaire, il y a 2 personnes ou 3 personnes en France qui sont éventuellement susceptibles d'y aller juste pour dire ce que c'est. Hein il faudrait qu'il y en ait 50. Parce qu'en face il y en a 50. Et en face, ils sont payés pour être disponibles. Hein, une ONG anti, une partie de son effectif, c'est juste des gens qui sont payés pour être disponibles. Hein, donc il faut des gens qui sont un peu disponibles. Alors c'est plus compliqué quand vous êtes ingénieur en poste quelque part, parce que votre patron ne vous paye pas pour aller causer à la radio. Donc il faut des gens qui soient disponibles pour ça, ça se trouve. Mais donc les 2 grands endroits où on peut faire le premier truc qu'on peut faire, j'insiste, et ça n'importe qui d'entre vous peut le faire, c'est d'écrire à un journaliste quand vous voyez quelque chose passer qui concerne de près ou de loin le nucléaire et qui ne tient pas compte d'un fait observable. On vous parle de Fukushima, orientez-les sur l'INSCEAR en disant « Tiens, c'est quand même marrant, il y a ce truc-là, pourquoi vous n'en parlez pas ?» À la 10e fois où vous recevez le truc, ça les emmerde, parce que vous leur dites en creux, vous faites mal votre métier. Alors, même si c'est vrai, enfin même si ça les énerve, ils vont finir par se dire quand même, oui, effectivement, quelque part, il y a un bug. Donc ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez faire demain matin. Après, il y a tout ce qui est vulgarisation dans les établissements d'enseignement, qui est quelque chose qui est très facile à faire aussi, pour peu que vous ayez un peu de temps pour ça. Puis ça se programme de manière beaucoup plus facile, j'ai envie de dire. Et quand ça se met en place à une échelle un peu significative, ça peut avoir des effets structurants. Il y a tout ce qui est la conférence citoyenne, entre guillemets, c'est-à-dire je me mets d'accord avec mon maire et puis je fais de temps en temps des petites réunions d'information ici et là. Vous savez que la Suède a apaisé son débat sur les déchets nucléaires parce qu'elle a payé une dame que j'avais rencontrée qui a fait, je ne sais pas combien, 500, 5000, 10 000 arrière-cuisines par groupe de 20 pour expliquer quel était le plan suédois. Bon. Je pense qu'on devrait s'inspirer de ce genre d'exemple. Alors, encore une fois, ça demande un peu de temps, ça demande un peu de moyens, mais enfin, si vous croyez à ce que je viens de vous raconter, je pense que le temps, il est justifié. Et écrire aux journalistes, j'insiste, hein, c'est un truc qui marche. Pour trouver la syntaxe d'un journaliste, en général, vous finissez par y arriver, c'est assez simple. Sinon, envoyez-moi un mot et je vous aide. Alors, vous nous dites, merci pour votre conférence, vous dites qu'il faut croire en ce que vous dites. Moi, il y a un point dans lequel j'ai du mal à vous croire, c'est que d'un côté, vous me dites qu'il nous faut le nucléaire pour éviter tout ce qui est, régime autoritaire. Néanmoins, on a pu voir que la majorité de la population n'était pas cultivée pour pouvoir l'accepter correctement. Vous ne pensez pas plutôt que c'est plutôt l'inverse, il faudrait un régime suffisamment autoritaire pour pouvoir l'imposer et nous sauver? Il y avait hier soir un documentaire sur Eva Braun sur la chaîne parlementaire. Je ne suis pas très pressé de voir ce genre de truc revenir. Si c'est ça la condition nécessaire pour qu'on se sorte, je pense que ça aura quelques petits effets de bord. Il n'est pas sûr que vous-même vous soyez du bon côté de la barrière. Donc je préfère qu'on commence par jouer la carte, qui est essayer de parler à des gens qui, quoi qu'on puisse en penser, ne sont pas si cons qu'ils ne puissent rien comprendre si vous prenez le temps de leur expliquer. Donc j'ai fait ce genre de conférence en version un peu plus simple devant des CAP. Devant des CAP. On y arrive. Je vais vous leur montrer des trucs qui montent et qui descendent, leur montrer des images. On y arrive. Bon. Il faut juste se creuser un peu la cervelle. Donc je pense que c'est plus vite fait
d'essayer de... En tout cas, l'effort me paraît être plus intéressant pour passer du temps à expliquer de quoi il retourne, plutôt que de se dire, une fois que Mme Le Pen sera au pouvoir, elle fera ce qu'il faut. Je ne suis pas complètement persuadé que c'est ça qui va se passer, et encore moins avec M. Trump. Parce que le jour où vous aurez quelqu'un à poigne, vous ne le choisirez pas. Il y a une question là-bas, mais je ne sais pas si... Bravo pour cette conférence très, très dynamique. C'était très intéressant la comparaison du CAPEX dans le cas de l'éolien et dans le cas du nucléaire. On aimerait avoir la même pour le photovoltaïque. Parce que c'est vrai que le photovoltaïque a quand même baissé de façon spectaculaire ses coûts, un facteur 100 en 20 ans. Et puis, alors on a peut-être un plateau. C'est vrai qu'il est très aidé dans les investissements par des politiques publiques très volontaristes. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même là quelque chose qui peut être complémentaire du nucléaire avec, certes, tous les effets des intermittences également? Si vous regardez le photovoltaïque, malheureusement, le résultat, c'est qu'en bas, vous n'avez pas 10 à 20, mais 20 à 40. Parce que vous n'avez pas de gros changements ici. Vous avez un changement là parce que le facteur de charge est plutôt de 10%. Vous avez un changement là parce que le stockage intersaisonnier est encore plus important. J'ai fait des abacs et le solaire, 80% de la production est concentrée sur 20% des heures. Donc vous avez un énorme besoin de stockage intersaisonnier. Et comme vous avez un gros besoin de stockage, tout ce qui est stocké, vous devez surdimensionner le parc pour les pertes dues au stockage. Et le coût au kilowatt installé du PV est à peu près dans les mêmes eaux, 1500 dans les deux cas de figure si vous faites des centrales au sol. Donc malheureusement, ça sera encore plus élevé. Et par ailleurs, vous avez un besoin de consommation en matériaux qui est considérablement plus élevé. Il y a un chercheur du CNRS à Grenoble, dont j'oublie le nom à l'instant, mais ça va me revenir peut-être, qui a publié un papier sur la consommation de métal par kilowattheure produit selon les modes de production. Et les modes dits décentralisés sont 1, voire 2 ordres de grandeur au-dessus des modes centralisés sur la consommation de certains métaux par kilowattheure, en particulier l'acier. Parce qu'il faut faire les supports des panneaux, le machin, augmenter les câbles, les pylônes, tout. Enfin, voilà. Donc, dans un monde contraint en ressources, le grand paradoxe, c'est que si vous avez déjà un réseau, vous avez beaucoup plus intérêt à garder des modes centralisés qu'à les décentraliser. Donc, l'Internet de l'énergie, cher à M. Rifkin, c'est encore un truc qui ne passe pas la règle de 3. Une question de nature historique. Le plan Messmer est passé devant l'Assemblée nationale. L'arrêt Superphénix a été un décret. Pourtant, le nucléaire passe pour ne pas être démocratique. On constate qu'il y a de manière très très majoritaire dans la presse, les journalistes sont anti-nucléaires. Oui. Et je ne sais pas d'où ça vient. Alors, je vais tenter une explication qui va peut-être vous servir. Je me suis souvent posé la question. Je crois que j'ai quelques éléments de réponse qui font appel à ce que je vais dire maintenant. Le premier élément de réponse, c'est qu'en France, on a une presse qui est pour partie publique. Or, tu sais que le journaliste a à cœur de montrer qu'il est indépendant. Si tu es journaliste et payé par l'État, quelle est la première chose que tu vas avoir envie de faire pour montrer que tu es indépendant? C'est dire du mal de l'État. Donc les journalistes de service public aiment dire du mal des juges, des policiers, l'éducation nationale un peu moins, mais en gros un certain nombre de choses que fait l'État, dont le nucléaire. Donc je pense qu'il y a un premier élément contre le nucléaire qui est tout simplement que ça passe dans une marmite plus large qui est « je veux montrer que je suis indépendant et je vais dire du mal du nucléaire ». Et quand tu regardes où sont les émissions d'information, par ailleurs, elles sont surtout sur le service public. TF1 ne diffuse pas de documentaires, M6 pas beaucoup, enfin c'est Bernard Monsieur de la Villardière, là, sexe, drogue et rock'n'roll, nucléaire pas trop. Donc les gens qui font des documentaires sur des sujets dits de société, un peu sérieux on va dire, c'est surtout les chaînes de service public. Donc à mon avis il y a cet effet-là qui est assez prégnant. Le deuxième effet, c'est que le nucléaire lui-même étant public en France, il n'y a pas de force de réaction. Donc quand il y a un antinucléaire pour dire on va tous crever et qu'il y a un ministre en exercice qui a besoin des 3% de verre pour se faire élire, toi tu es le patron de l'IRSN ou tu es un peu prudent avant d'aller dire ce mec raconte des conneries. Je vais vous donner une anecdote.
Maintenant, il est retraité. Monsieur Appert, à l'époque patron de l'Institut français du pétrole, bouffait un jour avec lui à côté de Bercy, et il me raconte l'anecdote suivante. Il me dit, à l'époque c'était Bateau qui était ministre, et il me dit, là j'ai rendez-vous avec l'administration pour négocier mon budget, sujet que vous devez peut-être connaître ici, et je me suis fait appeler il y a 3 jours là, par le DIRCAP de Bateau à 11h du soir, qui m'a dit, quoi, vous avez posté un document sur les gaz de schiste sur le site de l'IFP et la ministre n'est pas au courant. C'est un peu comme si on disait on a distribué un manuel scolaire à l'école primaire de machin chouette et Mme Belkacem n'est pas au courant. Bon. Et de me dire c'est un peu emmerdant parce que je vais négocier mon budget. Bon. L'IRSN. Est-ce que l'IRSN, quand un ministre reprend une connerie d'une association antinucléaire, peut dire c'est une connerie? Ben non. Parce que sinon, il ne se met pas bien pour son budget. Donc les sachants, dès qu'ils sont dans une entité de service public, EDF inclus, sont mal placés pour aller rétablir la vérité en se précipitant sur les plateaux de télévision, parce qu'ils se disent, oh putain, bon. Et je sais de quelques bruits de chiottes qu'il y a un certain nombre de gens chez EDF qui auraient très envie d'aller se répandre sur la place publique pour faire de la pédagogie, et juste, ils ne le feront jamais. Hein, à cause de ce que je viens d'expliquer. Du coup, on laisse le champ libre aux gens qui sont du côté « on va tous mourir », et comme tu le sais, un mensonge 50 fois répété devient une vérité. Donc voilà, donc c'est une combinaison des deux qui est... et enfin, le journaliste français, comme tu le sais, la culture française est une culture de rouspéteurs, et on aime Don Quichotte. Donc on aime le petit qui gueule contre le gros. Tu vois arriver un jeune ou une jeune de 25 ans, mignonnette, etc., et qui te dit « Ah, je veux sauver l'humanité, le nucléaire est une horreur », et t'es journaliste, t'as quand même un peu plus envie de le croire que toi ou moi avec nos cheveux gris et notre air sérieux. Bon. Donc, non mais ça c'est de la psychologie humaine de base. Voilà. Donc la conjonction de tous ces éléments-là fait que tu te retrouves avec un discours qui est majoritairement antinucléaire. Alors le truc qui est intéressant à noter quand même dans cette affaire, pour finir là-dessus, c'est que malgré un discours majoritairement antinucléaire dans la presse, les Français ne sont pas majoritairement antinucléaires. Et à mon avis, le vrai truc intéressant à creuser, c'est ça. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'en fait on est un peu en train de suramplifier l'influence de la presse? Enfin, je veux dire, si tu veux vraiment écrire dans la presse, il faut écrire dans Ouest France. Il y a des informations vachement importantes dans Ouest France. Oui, beaucoup plus que dans le Monde. Je suis d'accord. Il faut faire de la pédagogie dans Ouest France aussi. On est d'accord. Mais je pense vraiment, je vois mal comment on se sort de la situation actuelle sans repasser par la case pédagogie. Et en France, on a aussi un travers auquel j'ai moi-même longtemps sacrifié, qui est de penser que si on fait un bon produit, tout le monde le sait et c'est pas la peine d'avoir un service marketing ni un commercial. Je dis non, c'est pas vrai. Et pour vendre le nucléaire à la population française, il faut un service marketing, c'est-à-dire il faut des gens qui se chargent de dire voilà les avantages du truc. Il ne faut pas les inventer, il faut juste les donner. Donc je le redis, il y a un rapport de l'UNSCEAR, on devrait en parler partout. Il y a des chiffres qui sont disponibles sur les comparatifs entre charbon et nucléaire sur les morts à court terme, on devrait en parler partout. C'est-à-dire, le charbon est une horreur absolue en termes de morts à court terme. Bon. Donc ben voilà, donc ce genre de choses, vraiment j'insiste, je pense que c'est pas de l'argent du contribuable mal employé que d'aller mettre un peu d'argent là-dedans, parce que je pense que c'est un fort effet de levier sur le reste. Si je peux rajouter une petite remarque par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est vrai, tout ça est vrai que les opérateurs de recherche reçoivent leur budget de l'État, mais et qu'ils ont parfois du mal à s'exprimer. Et en France, il y a quelque chose qui existe pour ça, c'est le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, et les universitaires sont en principe plus libres pour s'exprimer. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de physique nucléaire à l'université par rapport aux écoles et aux organismes de recherche, il y a un déséquilibre. Et il y a un petit désintérêt de l'université pour la chose nucléaire. Et ça, c'est dommage, parce que là, il y aurait beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Bonjour monsieur, j'ai une question. Vous avez parlé de transition énergétique plutôt dans les pays développés. Il y a une explosion démographique qui est attendue notamment en Afrique dans les décennies qui arrivent. Ces gens, ils vont vouloir de l'électricité. Est-ce que vous pensez que le nucléaire, ça peut être une solution pour eux, ou est-ce que ce ne serait pas déployable dans les temps? La réponse est oui. En particulier, un truc que j'ai vu, que j'ai trouvé assez malin dans tout ce que j'ai vu en matière de nucléaire, c'est le projet FlexBlue de DCNS. Vous connaissez ou pas?
Alors, ça nous renvoie à la question précédente, selon une maxime célèbre de mon école, qui est la question du public acceptance. Hein. Vous ne ferez jamais financer un truc comme ça par le pays en direct, donc vous aurez besoin des bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux qui jamais ne financeront quoi que ce soit qui porte le mot Becquerel dans l'état actuel de public acceptance de leurs opinions domestiques. Une fois ceci dit, donc il n'est pas un problème mineur, je trouve que c'est un truc qui n'est pas idiot, ce projet, parce que vous n'avez pas besoin d'infrastructures lourdes à terre pour aller installer ce genre de choses. Alors c'est un tout petit peu colonial, parce que c'est une manière de dire, attendez, on va faire à votre place, mais en attendant, si c'est un deal qui est accepté, je trouve que c'est pas inintéressant, et voilà. Il y a également quelque chose qui pourrait être intéressant plus tard. Alors j'ai essayé d'en parler un peu à midi. Moi, c'est un truc que je connais mal, mais ça me gratte. Donc c'est le domaine du nucléaire dans lequel j'ai envie de me perfectionner à titre personnel pour essayer d'y comprendre quelque chose. C'est les réacteurs au thorium à sel fondu. Parce que sur le papier, ça a l'air très intéressant. Petit, sécurité passive, etc. Donc vous dites, c'est typiquement le genre de boîte que je dois pouvoir mettre quelque part sans que ce soit très ennuyeux. C'est pas pour tout de suite, mais ça peut être aussi une forme de réponse. Il n'empêche que, pour dire un truc essentiel que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, l'essentiel du problème que j'ai évoqué jusqu'à l'instant, c'est-à-dire la décrue énergétique en Occident et le problème du changement climatique, va se régler non pas par du nucléaire, mais par des économies. J'aurais quand même dû préciser ça. Hein. Et il y a un certain nombre d'endroits, je ne suis pas du tout anti-renouvelable, où les renouvelables ont un rôle majeur à jouer. Hein. Et pour finir là-dessus, sur les renouvelables, en tant que contribuable français, plutôt que d'aller mettre 100 milliards d'euros, parce que c'est à peu près ce qu'on va mettre, dans des éoliennes et des panneaux solaires en France, qui ne servent à rien d'autre qu'à engraisser les producteurs danois, que j'adore, on est européens, et les producteurs chinois, que j'adore, etc., on aurait donné, entendez bien, donné cet argent aux Marocains, aux Algériens et aux Tunisiens pour développer chez eux des systèmes renouvelables, solaire à concentration, éolienne plus steppe. Vous pouvez faire des stations de pompage dans l'Atlas avec l'eau de la Méditerranée, par exemple. Quand vous emmerdez un scorpion et deux lézards, c'est pas très grave. Donc on aurait pu faire ce genre de truc. Et ben moi, j'aurais signé les 4 mains qu'on fasse ce genre de truc, parce que par ailleurs, ça aurait sédentarisé une population jeune en croissance et qui a besoin de projets sur la rive sud de la Méditerranée. Et je pense que vos copains, ils apprécieraient aussi qu'on fasse ce genre de choses. Donc, enfin, sauf parce qu'ils aient très envie de faire joujou avec les maigres avions que le budget voudra bien leur payer. Mais sinon, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on aurait dû faire. Hein. Donc vous voyez, je ne suis pas du tout anti-renouvelable. Je suis juste en train de dire, quand on est dans une course contre la montre, n'allons pas mettre notre argent qui est précieux dans des trucs qui servent à rien, utilisons-le pour des trucs qui servent vraiment. Voilà. Donc pour finir sur l'Afrique, il y a plein de trucs à dire sur l'Afrique. Les 2 seuls trucs que je vous dirais, c'est le nucléaire, oui peut-être, mais avec des projets qui de toute façon sont un peu long shot, parce qu'aujourd'hui le contexte d'implémentation n'y est pas. Et à très bref délai, c'est les ENR en Afrique, de manière absolument évidente, et je préférerais que mon argent aille les aider à faire ce genre de trucs de manière intelligente, plutôt que de faire des conneries chez nous. Merci. Je vous remercie. Nous allons arrêter là parce que le temps tourne. Merci beaucoup pour cette conférence, ces échanges.